YouTube, j'espère que ça va bien. J'ai peut-être l'air un peu fatigué parce que sachez-le, j'enregistre ça alors que la rentrée vient de se dérouler. Je suis prof des écoles pour ceux qui n'auraient pas suivi ici ou là. Donc forcément, voilà, les premiers jours en maternelle, ça fatigue, mais ça se passe bien, comme tous les ans. J'espère que vous, ça va, que s'il y a des rentrées de votre côté, que ce soit du côté professionnel ou non, ça se passe bien également. Depuis la dernière vidéo de ce type-là, c'est passé à peu près un mois. La dernière vidéo, c'était pour les sorties, les découvertes de mai. Donc, comme vous le devinez, là, on va partir sur les découvertes de juin, avec ce retard qui me caractérise de plus en plus. On a à peu près 2 mois de retard, mais c'est pas bien grave. Forcément, il y a eu la publication de la vidéo. Ensuite, j'ai pris quelques vacances durant lesquelles je n'ai pas écrit ni monté. J'ai joué un petit peu ici et là, mais ça concernera plutôt, du coup, les découvertes d'août. Mais sinon voilà, donc on se retrouve comme d'habitude dans ce format là pour parler de jeux que j'ai découvert donc courant juin à peu près, que j'ai aimé ou pas. Alors pour cette vidéo il n'y aura pas de top, hein, comme ça arrive de temps en temps, ce n'est pas grave, hein. Il y a suffisamment de très bons jeux qui sortent pour qu'il n'y ait pas des tops tous les mois. Il y aura des déceptions, des choses que j'ai trouvé pas terribles, pas mal de choses de ce côté là. Il y aura également quand même 6 jeux que j'ai trouvé pas mal, dont le jeu du mois du coup qui sera juste un jeu pas mal, mais un jeu pas mal qui est déjà bien, hein. C'est déjà cool des jeux pas mal, hein. Aussi quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que en général, vous savez, j'affiche derrière, alors il y a des jeux qui restent là et tout parce que c'est mon organisation, mais en général j'essaie d'afficher derrière les jeux qui sont un peu présents dans la vidéo quand je les possède. Ici il n'y en aura que 2, c'est quelque chose qui est assez rare, il n'y aura que celui-là là, qui est la pyramide des Jaguars, la pyramide Undes Jaguar ou Jaguar, je crois que pendant toute la vidéo je dis Jaguar en fait, je sais pas comment on le dit en allemand, Hammer s'il passe dans le coin pourra me dire, et il y a le petit Ouch qui est juste là, vous voyez comme je maîtrise à fond le facecam, donc Ouch de Théo Rivière et Romain Catergian qui est également là, c'est 2 qui seront dans la partie des pas ouf, spoiler, et c'est les seuls que je possède. Les autres, j'ai joué soit sur diverses choses, ou bien sur divers événements, ou bien en ligne. Donc comme d'habitude, je parlerai de jeux qui peuvent être récents ou non. Ouch, par exemple, il arrive en français assez récemment. La pyramide des Jaguars, elle est... les pyramides des Jaguars, c'est un truc qui est beaucoup plus vieux, du début des années 2000. Donc il n'y a pas vraiment de focus sur la nouveauté, ça va dépendre de mes découvertes. Il y a aussi donc des parties sur table et des parties en ligne, ça va aussi dépendre de ma pratique et de ce que j'en ai retiré en termes de discours et d'impression. Donc des nouveautés ou pas, des en ligne ou pas. Voilà, pas mal de choses. En général, comme d'habitude, je prends les images que me proposent les éditeurs. Alors autant vous dire que pour celui-là c'était un peu compliqué, du coup j'ai meublé, voilà. Sinon j'utilise aussi, quand il n'y en a pas, je sais plus si j'en ai utilisé beaucoup dans cette vidéo, mais en général j'utilise des images de What's Eric Playing, je vous mets l'Instagram et le site en description et sur le truc qui déroule juste ici. Un grand merci à lui toujours, hein, il m'a autorisé à les utiliser gracieusement, donc c'est toujours très aimable parce que moi je ne suis pas photographe et je suis même un très mauvais photographe, il faut le dire. Donc voilà, comme d'habitude, vous pouvez vous me parler de vos découvertes des derniers mois, hein, pas forcément de juin, mais vous pouvez, et mettre tout ça dans les commentaires, accompagner ça du petit pouce qui va bien, partager la vidéo, etc. Également, si je le dis aussi, il y a le petit Buy Me a Coffee qui va bien, si jamais vous avez un peu trop d'argent de votre côté, vous pouvez participer à cette chaîne, en laissant quelques euros sur, là aussi je vous mets le petit QR code et le lien qui va bien dans la description. Évidemment ça ne change rien à ce que je fais comme vidéo, il n'y a pas de contenu exclusif, il n'y a pas de poids sur les liditos ou que ce soit, mais c'est plus un soutien gracieux de votre part et je vous en remercie. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de l'introduction avec une vitesse de voix qui est un peu plus lente que d'habitude du fait de l'heure d'enregistrement et de la période d'enregistrement, et de la chaleur de l'enregistrement, même si là on est le soir ça va un petit peu mieux, mais croyez-moi qu'avec 25 gamins dans la classe, ça chauffe. Ça chauffe. En tout cas, on va partir comme d'habitude, nous commencerons par les déceptions, ensuite on passera aux trucs qui étaient pas mal, et puis on fera une petite conclusion. Allez, allons-y pour les trucs qui étaient pas top. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde.
Commençons par un jeu pour lequel j'avais eu pas mal de bons échos et ça m'a un peu motivé à tenter le coup, même si à la base j'avais quand même pas mal de réserves, des réserves initiales disons, parce que Backstory c'est parmi ces jeux qui se présentent comme entre guillemets narratifs, donc disons très axé sur un récit écrit. J'aime pas trop le terme narratif parce qu'il y a plein de manières de narrer à travers le jeu de société, mais ce genre de jeu dit narratif c'est rarement ma came, parce que d'une part je trouve que le jeu de société, il raconte jamais les choses de manière plus forte et plus puissante que quand il se raconte par ses spécificités. Et ensuite, les doutes, c'est aussi parce que du côté de l'écriture à proprement parler, souvent je trouve que c'est d'une qualité assez catastrophique et que c'est souvent proposé en fait par des personnes dont c'est pas le métier, hein. Écrire c'est tout un métier. Alors moi souvent ça me fait du coup rouler un peu des yeux et ça me fait un peu facepalmer en me disant vraiment. Mais bon après c'est bien d'avoir des initiatives d'écriture et tout, et faut pas non plus réserver l'écriture aux personnes dont c'est le métier, qui sont professionnels dans l'écriture. Il y a plein de fanfics par exemple qui sont très bien écrites, donc voilà, mais je trouve que dans le jeu de société c'est généralement très faible. Et alors attention, je suis un grand fan pour le coup de jeux vidéo qui sont là aussi considérés comme narratifs, même si là aussi j'aime pas cette étiquette non plus dans le jeu vidéo, donc je peux citer Gone Home, je peux citer évidemment Edith Finch, je peux citer Tacoma, ou même si on part plus du côté de l'écriture pure, donc des textes, des choses comme des visual novels, disons que si à la fin en fait l'œuvre m'a fait vivre des choses fortes, moi que ce soit un jeu vidéo, un jeu de société, un roman interactif, une fiction interactive ou quoi, je m'en fous un peu. Ce qui compte dans la vie c'est de vivre des choses, c'est de ressentir plein d'émotions différentes et tout, et moi c'est ce que je recherche. Donc si Backstories avait finalement réussi à m'atteindre, que son système soit quelconque, que son scénario soit classique, de savoir si oui ou non c'est un jeu de société, si c'est un truc plutôt dont vous êtes le héros ou l'héroïne, si je sais pas c'est un roman ludifié, que sais-je, je m'en fous un petit peu. Parce que finalement le débat, il y a ce débat qui ressurgit parfois, et de est-ce que c'est vraiment un jeu ou c'est pas un jeu. Du côté du jeu vidéo, c'est un débat qui a été dépassé depuis un bout de temps, et ce serait bien que ce soit aussi le cas dans notre loisir, surtout qu'en plus pour le coup Backstory c'est un vrai système mécanique, hein, c'est pas un pur roman interactif uniquement, ça repose vraiment sur du matériel spécifique, donc j'ai pas non plus envie qu'on tombe dans l'excès inverse du c'est nul parce que c'est pas vraiment un jeu. Qui pour moi est un argument qui tient pas trop la route. C'est superflu je pense, notamment dans le cas de Backstories, et je trouve que ce genre d'argument qui balaye vite le jeu du côté du c'est pas bien parce que c'est pas un jeu, c'est un peu nuisible en fait au travail critique qu'on peut avoir sur des œuvres de manière générale, et sur Backstories en particulier aujourd'hui. Le souci c'est que dans Backstories, je l'ai dit, le système il y en a un mais il est très mineur, c'est vraiment des cartes trouées ou des cartes à encoche qu'on va caler derrière des cartes, les cartes de l'histoire, selon ce qu'on veut réaliser comme action et puis à quel endroit, hein. Ça rappelle vraiment soit des point and click, soit des histoires un peu interactives qu'il pouvait y avoir dans les années 80-90 ou aujourd'hui encore, hein, puisque ça ne s'est pas arrêté. C'est juste que c'est très caractéristique de ces années-là. Côté système, on trouve aussi, alors il y a ce personnage, il y a une espèce d'évolution de son état potentiellement. Je le rattache vraiment au système parce qu'en gros c'est un peu comme si on était dans une espèce de RPG où voilà, selon les actions qu'on fait, par exemple Sophie pourra être frigorifiée, avoir du froid ou bien être mal vue par les personnes. Donc en fait ça va être des cartes qu'on va rajouter derrière ce personnage et qui vont, et là pour le coup c'est plus du côté scénaristique, ça va avoir un impact sur certaines actions antérieures. Donc c'est un mélange entre effectivement le système qui permet cette évolution de l'état d'un personnage, ici c'est le personnage principal, ça pourrait être autre chose, ça je le rattache au système, mais ça va avoir un impact fort et ça va être repris par les scénaristes qui vont utiliser ce système-là, cet élément du système, pour que plus tard, en termes d'écriture et de récit, ça ait un impact sur ce qui peut se passer. C'est des choses assez mineures, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des embranchements fous, il y a plusieurs fins, mais la manière dont la fin va se terminer, c'est plus dû à un segment final que vraiment à une succession de choix, en tout cas c'est ce que je pense. Ça me dérange pas plus que ça à vrai dire, hein. Moi je suis pas forcément un aficionado des trucs où chaque choix va emmener complètement sur un tout embranchement de narration. Ici les choix, moi je trouve que ça marche pas non plus, mais si c'est des choix qui permettent juste de caractériser un personnage et de donner une certaine couleur à notre histoire, moi ça me suffit amplement. En tout cas, à noter quand même ce système là qui est utilisé par les scénaristes dans Seul sous la glace. C'est quand même un jeu qui évite des déconvenues de manipulation d'autres jeux, où parfois en fait là la manipulation est très simple et il n'y a pas de recto verso, on prend l'action, on prend la case qu'on veut, on la met derrière la carte et ça tombe bien directement. Parfois dans d'autres jeux, il y a des trucs qui tendent un peu à nous dévoiler d'autres informations que celles qu'on veut vraiment voir. Ici c'est assez carré, c'est assez souple pour permettre pas mal de choses, à la fois dans ce scénario ou dans ceux à venir, mais voilà, il y a quand même pas, ça reste un système
c'est un peu méchant mais tout bête quoi, y a pas de quoi crier au génie non plus, c'est quand même pas non plus foufou, et c'est pas un système qui soulève non plus des émotions quoi. Disons que le système et sa mise en œuvre au cours du jeu racontent rien, et ça apporte assez peu en termes de mise en scène. Il y a juste ce moment-là hein, qui est en fait pas propre à ce matériel et à ces cases, mais qui est propre en fait au matériel de la carte, qui a un recto et un verso, et le moment où on retourne la carte, et on va voir ce que va révéler notre choix, là il y a un effet de mise en scène qui est un peu propre au jeu de cartes, mais qu'on trouve dans des jeux de gestion, dans un Bruges, quand je prends ma carte et que je regarde derrière, bah, j'ai aussi cet effet de mise en scène, hein, de la même manière. Là où c'est dommage, c'est que bah, en fait, comme dans la BD, où il peut y avoir vraiment des découpages spécifiques et tout, là c'est quand même des rectangles ou des encoches. C'est pas très travaillé en termes de mise en scène, et ça procure pas des effets de surprise foufou. Donc on est vraiment dans un système qui est au service de l'histoire. En fait le système créé par Jules Messot et Anthony Perron, il est un peu là pour s'effacer, finalement, pour être transparent et permettre de vivre un récit sans qu'il y ait trop de parasites et que ce soit vraiment fluide. Et là-dessus c'est plutôt réussi, c'est-à-dire que jamais j'ai été parasité par le système, où j'ai trouvé que c'était agaçant. Mais du coup bon, on peut bien sûr saluer ce travail sur le système, mais sur ce genre de proposition, bah, la qualité de l'œuvre elle repose grandement sur ce qu'elle raconte et la manière dont elle va utiliser le système pour justement raconter ce qu'elle a raconté. Et c'est là que bah, pour moi Backstories prend pas mal les pieds dans le tapis. C'est un jeu qu'on a commencé à deux avec ma compagne et j'ai fini tout seul, parce que bah, ça l'ennuyait tellement qu'elle a arrêté, et j'avoue que moi aussi je me suis pas mal forcé, j'étais pas du tout engagé en fait dans ce que l'histoire me racontait. C'est pas un jeu très long, mais j'ai trouvé le temps extrêmement long. Le rythme en plus est un peu brinque-ballant, il y a plus ou moins la mise en marche est un peu poussive, il y a un rythme qui est pas trop en cohérence avec ce que l'histoire nous raconte, et là c'est peut-être aussi du fait du système pour le coup et de comment on le manipule. On est dans Backstories, en tout cas dans ce scénario, dans une proposition qui est un peu entre un nanar, parce que voilà les opposants, les adversaires, il y a vraiment un côté assez nanardesque, et aussi un peu d'aventure, avec une pointe d'humour ici et là. Humour que j'ai trouvé moi assez navrant, hein. L'humour est très propre à chacun et chacune certes, moi honnêtement ça ne m'a pas convaincu du tout, à commencer par le jeu de mots ringardissime sur le nom de l'héroïne, je vous laisserai aller voir. Et alors puisqu'on parle personnage, justement cette héroïne, Sophie, la caractérisation des personnages elle est catastrophique. Il y a quelques fois où Seul sous la glace tente le pari un peu de l'intime et des relations assez proches entre les personnages, notamment du côté familial. Ben, c'est malaisant, c'est superficiel, parce que ben je parlais de qualité d'écriture, ben des personnages, ça se travaille, et c'est pas facile à écrire, et là c'est mal écrit. Jamais je n'aime ou je ne déteste ces personnages, c'est des personnages ultra transparents qui n'ont que peu d'identité, même s'il y a ces visuels là, hein, parce que dans la BD par exemple il y a l'écriture évidemment, hein, mais il y a la mise en scène et il y a évidemment le visuel qui vient soutenir tout ça. Ici même avec ce visuel, ben il y a aucun personnage dont je me rappelle vraiment, il y a rien qui favorise vraiment l'identification, il y a pas d'émotion qui est vraiment liée à ce que vit notre héroïne ou des personnes plus ou moins proches qu'elle va rencontrer. Moi en plus les récits que j'aime, au-delà de l'aventure et tout, j'aime à peu près tous les genres possibles de récits, hein, peu importe, mais j'adore les récits de l'intime, de l'humain, notamment tout ce qui est du côté du Japon et les mangas, les slice of life, où vraiment c'est vraiment l'humain qui est au cœur de tout ça. Bah du coup pour moi c'était vraiment une purge quoi, de ce point de vue là. Alors admettons, c'est des personnages mal écrits, disons qu'on s'en fout des personnages, que c'est plutôt un truc d'aventure où vraiment on va pas creuser tout ça. Partons donc du côté plus action-aventure, mais là encore ben, ça repose sur des codes qui sont vus maintes et maintes fois, et ben il y a des œuvres qui ont approché ces genres là et qui sont bien meilleures. Là Backstories, Seul sous la glace ne touche jamais du doigt des œuvres même moyennes du genre, que ce soit en termes de rythme, en termes de mise en scène ou d'écriture. Et encore une fois je disais on s'en fout des personnages, mais même dans ces œuvres là d'action-aventure, il y a des personnages mémorables, et on a en droit d'attendre des personnages un peu plus travaillés. Il y a que sur la toute fin de l'aventure, je vais pas en dire trop, mais il y a un truc qui fonctionne un peu mieux en termes de tension et d'implication, mais ben c'est un petit truc à la fin et ça suffit pas à sauver un récit qui pour moi est très mal maîtrisé. Donc on laisse de côté l'action-aventure, le côté rythme un peu blockbuster ou film d'action, parce que ça marche pas, on laisse de côté le côté plus intime et personnages touchants et auxquels on arrive à s'identifier ou quoi qu'est-ce. Partons vers l'humour et le côté plus nanar, dont je parlais plutôt, le côté comique, la comédie. Bah là aussi en fait, ça nécessite un talent, et à mon sens les personnes qui aident le scénario ici, on passe talent de l'humour, de l'écriture de l'humour, de l'écriture comique. Pourtant on voit qu'il y a quand même un certain soin à envisager des options parfois absurdes qui sont prises par les joueurs et joueuses, notamment une forme de comique de répétition. Et ici il y a un humour qui est un peu méta et qui finalement a conscience de son statut de jeu et de comment les gens jouent avec ce jeu. Et j'imagine que de ce que je cite comme genre d'écriture, c'est peut-être le mieux maîtrisé
Moi j'ai souvent tendance à trouver ça un peu lourd, vraiment avec des très très gros sabots. Je vous avoue que c'est pas spécifique à Backstories. L'humour méta, c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que souvent je le trouve très très peu subtil et très très lourd. Par exemple dans Deadpool je trouve ça nul. Donc de l'humour pourquoi pas, et en plus ça utilise un peu le fait que ce soit un jeu de société et tout, et ce que les gens vont en faire. Il y a une forme d'humour aussi qui est plutôt présente vers la fin qui moi m'a un peu dérangé. Peut-être que j'exagère un peu, peut-être que je vois le mal un peu partout quoi, ça c'est possible. Mais il y a quand même des petites remarques ici et là assez légères qu'on pourrait catégoriser de psychophobe, à base de ah bah t'as fait cette action, tu devrais peut-être aller voir un psy. C'est pas anodin de dire va voir un psy, en termes de représentation, c'est des trucs qu'on peut dire dans le privé, et qui même dans le privé sont des remarques relativement toxiques en général, et en termes de représentation, parce que les œuvres créent des représentations et ont tendance à les reproduire et à installer certaines représentations dans la pop culture ou quoi, et après bah, ça définit la réalité, hein, la fiction, par ces représentations. Donc en termes de représentation, ben, la manière dont ça représente le fait de suivre une thérapie, de la solution que ça représente à tel ou tel acte, de manière générale de ce qu'est la maladie en fait, je trouve qu'en termes de représentation c'est vraiment pas foufou. Alors encore une fois c'est mineur, mais disons que ça se rajoute à un truc où j'ai pas passé un bon moment et un humour que j'ai trouvé souvent maladroit ou pas très fin, et du coup j'ai pas tendance à être extrêmement tendre avec ce genre d'humour. Niveau mise en scène, le système encore une fois il est à mon sens un peu trop pauvre pour permettre des choses vraiment folles. En tout cas c'est pas ce que Seul sous la glace m'a laissé entrevoir, enfin ils m'ont pas laissé entrevoir des choses faux folles. Je retiens que ce truc là dont je parlais vers la fin. Il y a aussi quand même quelques jeux sur la forme de ce qui apparaît dans les cases révélées. Alors les cases en elles-mêmes sont des rectangles ou les encoches, là-dessus je pense que peut y avoir des choses à faire en termes de mise en scène. Par contre ce qui apparaît quand on tourne la carte, parfois c'est des bonnes idées que j'espère voir creuser dans d'autres jeux de la gamme. En fait, sans trop en dire encore une fois, parce que ça fait partie des bons moments que moi j'ai eu, c'est une espèce de jeu sur ce qu'est la littérature, et ce qu'elle peut être. Et moi ça m'a agréablement surpris au moment où j'ai retourné ma carte, je me suis dit tiens, ça c'est rigolo et c'est original. Et c'est un sentiment, ce côté surprise, que j'aurais aimé avoir un peu plus fréquemment quoi. Je vais rajouter un truc, j'allais vraiment pas vers Backstories dans l'espoir d'un jeu d'énigmes, on est vraiment dans de l'histoire interactive. Si c'est ce que vous attendez du jeu, un côté un peu escape game ou quoi, oubliez tout de suite, hein, c'est presque totalement absent, c'est pas très intéressant. Même si là encore, hein, je pense que le système me paraît permettre des axes qui vont plus dans ce sens-là, des énigmes ou quoi, mais en tout cas c'est pas le cas dans ce scénario. Seul sous la glace, du coup, ça a été pas forcément une déception parce que j'en attendais pas grand-chose, mais disons que ça a été conforme à ce que je me représente de ce genre de jeu à l'heure actuelle. Plutôt que de m'emmener avec lui, de me faire aimer ou détester ses personnages, de m'accrocher par son intrigue, de me donner du suspense, d'avoir une plume qui m'émeut par son style, plutôt que ça m'a fait un peu grincer des dents et ça m'a fait confirmer, en fait ça m'a confirmé dans l'impression que vraiment, malheureusement, les gens dont c'est pas le métier ou dont ils ne possèdent pas les compétences, quoi, ces personnes-là devraient peut-être se tenir loin des claviers et en rester en fait à la création de systèmes dans lesquels ils sont peut-être plus compétents. Ici, je vous avoue que même le système m'a pas convaincu outre mesure, et encore une fois, je l'ai dit au début, mais je l'aurais pardonné si j'avais été touché par ce que les scénaristes avaient à me raconter. Là, j'ai vraiment l'impression d'une énième adaptation d'un point and click, d'un jeu textuel ou de visual novel, mais sans avoir la qualité d'écriture ni le brio de la mise en scène que peuvent avoir ces jeux, notamment parce que en fait tous ces jeux-là, ils ont des écrans et tout. Bon, le jeu de société a des outils pour faire une mise en scène spécifique, puissante. Peut-être que la mise en scène est plus simple quand il y a des écrans, de la musique, enfin ça convoque plein de médias et du coup peut-être que c'est un peu plus simple, je ne sais pas. Backstories, je l'ai dit plusieurs fois, ça a vocation en fait à devenir une gamme, il y a déjà d'autres jeux qui sont prévus, avec d'autres histoires, peut-être plus engageantes, que ce soit en termes d'écriture ou en termes d'utilisation de système et de mise en scène, mais autant vous dire que, sauf avoir un auteur ou une autrice dont je respecte vraiment le travail au scénario, moi je pense que je vais me tenir éloigné des scénarios suivants. J'ai pu essayer Dabawala lors d'une soirée Queen Games au Philibar, qui est un lieu où je vais régulièrement à Strasbourg, hein, et du coup durant cette soirée j'ai aussi pu découvrir Graffiti, dont je parlerai un peu plus tard, et on a aussi au passage rejoué à Luxor, après des années. C'est toujours un très très bon jeu, et c'était bien mieux en tout cas Luxor que les deux découvertes du soir un peu plus récentes. Dabawala, il vous propose d'incarner des livreurs, des livreuses à Mumbai, c'est en fait un système assez propre à la ville, a priori qui existe depuis le 19e siècle.
Je vous invite à faire des recherches, hein, c'est assez fou que ce soit en termes d'organisation, en termes d'exploitation des travailleurs et travailleuses, hein, qui est un thème pas du tout abordé dans le jeu, et c'est assez fou, aujourd'hui c'est un peu anachronique avec l'heure de Deliveroo, Uber Eats et compagnie, mais ouais, c'est un truc de fou, il y a quelques mots là-dessus dans le livret de règles, mais je vous invite, moi je suis allé sur Wikipédia pour me renseigner là-dessus, et donc pour représenter un peu ce système qui existe à Mumbai, on est dans un jeu qui se passe en 2 phases, un peu comme dans un Oliver Twist, qui est un jeu qui était chez Purple Brain, c'est un jeu où on va retourner le plateau lors de la deuxième partie, on va faire une première phase sur le recto du plateau et on va le retourner lors de la deuxième phase. La deuxième phase en fait c'est le moment où on va marquer les points, on n'est pas totalement inactif, hein. C'est pas juste un plateau de score au dos, enfin c'est un peu juste un plateau de score au dos, mais la deuxième phase n'est pas juste compter les points, et dans cette deuxième phase on va utiliser ce qu'on a construit lors de la première partie du jeu, un peu comme on pourrait comparer ça à un For Sale ou quoi, où il y a 2 phases distinctes, où la première a une influence sur la deuxième. En gros, première phase, on va promener notre livreur sur le plateau, il y a quelques contraintes en termes de déplacement, il y a aussi des éléments de flexibilité qui permettent de se passer de ces contraintes, tout ça, ça va être pour récupérer des cartes, on va, je sais plus, en avoir genre 3 en main après avoir récupéré une nouvelle carte, et parmi notre main, on va poser une carte, on va en jouer une, et ça va être pour poser un polyomino sur notre véhicule, avec des contraintes assez habituelles de tout jeu de polyomino ou presque, si ce n'est qu'on peut superposer à un élément vide, ça c'est plutôt rare, mais cet élément vide, avant de le recouvrir, il faut y placer un petit élément qui fera du scoring négatif, mais sinon c'est à peu près les mêmes contraintes que dans tout jeu de polyomino. Rien de foufou là-dessus, si ce n'est l'optimisation de certains placements pour récupérer des petits bonus qui seront utiles ici et là, et notamment ces bonus ils peuvent être utiles dans la première phase mais aussi dans la deuxième, mais ce côté un peu ronflant, il symbolise le moment en fait où les livreurs, les livreuses, ils vont récupérer les commandes. Ça prend son sens par le fait que, en fait, c'est pas un moment qui est là pour être passionnant, mais vraiment, il est là en guise un peu d'apéritif pour la phase de scoring. Parce que les cartes qu'on va jouer, qu'on va poser pour prendre nos polyomino et les placer sur notre petit véhicule, c'est des cartes qu'on aura donc récupérées lors de la phase de déplacement pas du tout intéressante en dehors de ça. Donc ça et les polyomino qu'on a posés, tout ça, ça va justement, c'est ce qui va permettre de scorer lors de la phase de livraison. À ce moment-là, donc, on retourne le plateau, on reprend en main les cartes jouées, et on va dépiler notre véhicule en commençant par le dernier étage. Donc imaginez-vous le petit plateau, là on a empilé plein de polyomino, ça fait un certain nombre d'étages qu'on tient en compte, on en tient le compte petit à petit dans la partie, et on va commencer à dépiler, donc à livrer ce qu'on a mis sur notre petit véhicule. Sachant que, évidemment, s'il y a des gens qui sont à 7 étages alors que d'autres sont que à 5, et les étages où ces personnes sont seules, ce seront les seuls à pouvoir marquer des points pendant ce temps-là. Du coup, là-dessus, sur ce côté exclusif un petit peu, où on peut être le seul ou que quelques-uns ou quelques-unes à scorer, ça va avoir évidemment un impact sur ce qu'on va choisir de faire comme tour un peu de polyomino. Est-ce qu'on va plutôt essayer de faire des étages pleins et assez larges, ou bien on va essayer justement de faire des étages plus hauts pour avoir un peu ce côté exclusif, quitte à justement ne pas compléter les étages précédents, ou y poser des points négatifs. Peut-être, mais du coup, ces personnes-là ont sans doute posé un peu moins de polyomino que les autres aux étages inférieurs. Du coup, on essaye un peu de trouver l'équilibre comme ça entre hauteur et complétion de chacun des étages. Tout ça, ça s'équilibre en fait un peu, hein. Le fait qu'on choisisse de rester, de compléter complètement nos étages ou de monter plus haut, c'est à peu près kiff-kiff en termes de scoring. Moi, ce que je retiens de Dabawala, ça vient surtout de comment est-ce qu'on va marquer les points lors de cette deuxième phase. Chacune, on va faire un jeu de cartes simultané, en tout cas toutes les personnes concernées par l'étage en cours, avec en plus, éventuellement, un peu comme dans un Kemet ou quoi, on va pouvoir rajouter des petits bonus qu'on a justement récupéré dans la première phase, par exemple pour augmenter la valeur de telle ou telle couleur de polyomino sur l'étage en cours, et donc potentiellement marquer plus de points. Évidemment, les polyomino qui sont, quand dans la première phase, vous savez, je vous ai dit on joue une carte pour poser des polyomino, évidemment ils sont rarement de la même couleur que le petit élément en bas de la carte qui va être utile lors de la deuxième phase, qui va dire, là ça augmente telle couleur, les points de telle couleur. Évidemment, en général, ça ne concorde pas, ce serait trop facile. Et donc une fois qu'on a révélé ces cartes-là dans la deuxième phase, là, au moment de faire augmenter les différentes couleurs, chaque pièce de l'étage va valoir plus ou moins de points, et chacun ou chacune qui donc est concerné par l'étage va les marquer. Donc dans la première phase, quand on prend les cartes autour du plateau, là, ce petit côté où on promène notre petit livreur, tant là-dedans que dans la pose de polyomino, il y a cet objectif-là qui est en ligne de mire, de prendre les cartes qui vont possiblement nous permettre de poser des polyomino, qu'on va essayer de faire correspondre en fait au bas des cartes avec l'emplacement qui va nous permettre de scorer
des polyomino de telle ou telle couleur. Donc évidemment on va essayer soit de prendre la carte en se disant ah bah là j'ai déjà posé beaucoup de rouge, ça serait bien que j'ai un truc qui augmente beaucoup la valeur des rouges, peut-être pour l'étage numéro 2, ou bien je vais dire bah je vais prendre ça parce que du coup ça va me permettre de poser beaucoup de verts et je sais que plus tôt j'ai posé pas mal de trucs qui vont me permettre d'augmenter les verts. Et en plus de ça évidemment on va aussi essayer peut-être lorsqu'on pose des polyomino de poser des polyomino qui ont des couleurs un peu communes avec les véhicules des adversaires, d'où un petit peu d'interaction et de faire gaffe quand même à ce que font les autres, pour justement être plusieurs à défendre telle couleur parce que sinon tout le monde va essayer de la faire descendre ou de faire monter les autres. Mais idéalement ce qu'il faudrait à chaque tour c'est sur une couleur donnée être peut-être plusieurs à défendre cette couleur, mais quand même gagner un petit peu plus que nos alliés ponctuels pour justement à la fin gagner. Donc il y a cette interaction, il y a cette observation des autres, et donc elle vaut dans la première partie, je l'ai dit, mais elle vaut aussi lors de la deuxième phase justement, puisque avant de jouer notre carte, en fait, il va y avoir cette phase où ce qui se passe autour de la table, c'est qu'on va regarder un peu ce que chacun ou chacune a sur son étage, sur l'étage en cours, en se disant toi t'as déjà beaucoup de rouge, donc tu risques de faire augmenter le rouge, moi j'en ai un petit peu, mais j'aimerais bien aussi faire monter le bleu, toi peut-être que tu vas augmenter le bleu, cette troisième personne, comment est-ce qu'on va faire, donc toi tu risques de me favoriser, peut-être que je vais plutôt faire scorer le vert que personne n'a, parce que comme ça, comme j'en ai un, ça me permettra de marquer un petit point en plus, ce genre de truc où en gros, on essaye un petit peu, selon les compositions des étages, de faire pencher un peu la balance en notre faveur, parfois ça passe par le regard, par l'observation, mais aussi parfois par un peu la tchatch, et on va essayer de faire rejoindre les gens à notre cause. C'est un système qui permet justement au jeu de surnager un petit peu, parce que sinon je vous l'ai dit, c'est pas un jeu qui m'a énormément plu, mais ça crée pas forcément des nouveaux sentiments de jeu. Possiblement ça rend aussi la première phase peut-être un petit peu brainy, parce que justement on est vraiment à chercher à optimiser la relation entre nos cartes et nos polyomino. C'est pas ce que je préfère comme sentiment, mais c'est vraiment ce qui donne du sens à ma partie et à la deuxième partie, et c'est vraiment ça, moi, cette intrication entre les trucs qui m'a donné l'envie d'y revenir si l'occasion se présente. Reste que finalement on est quand même dans un jeu au feeling assez classique. La thématisation avait le mérite d'être un peu originale, mais finalement on la ressent très peu, si ce n'est que le découpage en deux phases a du sens par rapport à la thématique. L'organisation également, bon, je me suis pas senti un livreur ou une livreuse du tout quand j'ai joué. Je trouve qu'il y a aussi la mise en scène par l'espèce de verticalité, c'est aussi une bonne idée. Sachez, alors j'y ai pas joué avec, mais il y a des variantes avec des véhicules qui par exemple ont d'autres formes. Alors peut-être que ça change un tout petit peu aux marges l'organisation de ces polyomino, mais ça reste à mon avis assez mineur. Il y a aussi d'autres petites choses, mais je vous avoue, j'ai lu la règle pour savoir ce que c'était. Je pense pas que ce soit une modification profonde des sentiments de jeu. Donc c'est un jeu quand même d'Abawala qui mérite une partie ou deux, sans doute plus que d'autres sorties actuelles, mais bon, après, de là à ce qu'un tel jeu sorte et de l'éditer tel quel, j'ai des doutes, parce que dans l'ensemble il me paraît quand même assez oubliable et je pense pas qu'il marquera grand monde. L'an dernier on a eu Line It et cette année on a eu Decal. Alors je les compare pas par leur système de jeu, mais parce que l'un comme l'autre ils appartiennent à la même gamme de petites boîtes de Gigamic. Vous savez, cette boîte métal, cette année ils l'ont remise au goût du jour pour les nouvelles sorties et pour certains classiques. J'imagine que les jeux qui seront réédités seront dans cette gamme là. En gros ils ont viré le métal et ils ont pris des petites boîtes à côté biseautées. Et surtout moi je les compare parce que j'ai l'impression qu'ils font partie du même feeling de design. C'est vraiment des jeux qui surfent sur d'autres jeux pour essayer de se vendre avec des arguments de communication qui reflètent jamais la qualité du jeu, et j'ai l'impression que c'est des jeux qui en termes d'édition, ça semble prévu soit pour voler la vedette à un autre jeu en le copiant, soit en fait on essaye et puis ça s'éteint et l'éditeur en a rien à faire de toute façon. Et des coups d'essai comme ça, c'est quelque chose que je déteste dans le marché actuel. Les éditeurs ils font plein de coups d'essai comme ça, ils sortent à la chaîne des trucs pires les uns que les autres ou plus oubliables les uns que les autres, et ils espèrent, ils prient pour que un de ces jeux là perce comme un skijo, et si ça marche pas, on les enterre et puis c'est pas grave parce que de toute façon voilà, mais en attendant ça encombre le marché quand même. Et en termes d'arguments, je le compare aussi parce que voilà, Line It c'était le jeu de l'été, blablabla, le petit jeu accessible que vous pouvez facilement sortir. Tout ça encore une fois, Decal surfe exactement sur le même genre d'arguments qui pour moi sont jamais des arguments en fait sur la qualité du jeu. Moi c'est une manière de faire que je déteste, vous le savez, d'autant que la plupart du temps, comme ça sort à la chaîne et qu'il y en a plein qui sortent, le système de jeu il est pas creusé, le travail de développement il est extrêmement mineur en termes purement de jeu, je dis pas qu'il n'y a pas de travail de développement en termes d'édition là-dessus bien sûr, puisque la plupart des jeux aujourd'hui se vendent sur leur édition plus que sur leur qualité ludique, pas que l'édition ne serve pas parfois à la qualité du ludique, c'est pas ce que je dis. Je citais Skijo, Gigamic, pour rester chez le même éditeur, ils ont déjà eu Hilo dans cette veine, avec cet argument plein de mauvaise foi, ça m'avait énervé quand il était sorti, parce qu'évidemment tout le monde a dit ouais voilà, vous essayez de surfer sur Skijo et de vous faire de la thune sur un jeu qui existe déjà, et la réponse de Gigamic qui est vraie, mais on sait que c'est du bullshit, c'est non, on se base sur le jeu du golf.
C'est vrai, mais si Skijo n'était pas sorti, jamais il y aurait eu ce genre d'argument et jamais il y aurait eu Hilo qui serait sorti. Donc surtout quand, encore une fois, la plupart des jeux du genre, ils tentent pas d'apporter quoi que ce soit et ils se protègent juste de la loi avec un ou deux changements mineurs. Il y a des jeux qui ont essayé de faire autrement, par exemple, j'avais dit il y a quelques mois beaucoup de bien de Scram, qui a revisité avec succès la recette. Donc, décale, pourquoi je parle de Skijo, etc. C'est parce que là aussi, il y a ce côté où on veut viser le plus petit score, comme dans Skijo. Alors, il n'y a pas que Skijo qui fait ça, évidemment. Et pour ça, on va jouer une carte face cachée, donc notre grille, elle est remplie de cartes face cachée en début de partie, et on va en prendre une en simultané, et de la personne qui a révélé la plus petite carte, qui encore une fois ne relève pas d'un choix, c'est le pif, à celle qui a révélé la plus grande, on va les mettre tout autour de la table, et on va en récupérer une pour l'insérer dans notre petite grille, en jouant un peu comme à labyrinthe, vous savez, en poussant d'un côté de la ligne, poser la carte, enfin on va placer la carte au bout d'une rangée, et il faut absolument refermer le creux qui a été laissé par la carte qu'on a retirée précédemment. Donc c'est quelques contraintes de placement, et puis hop, on pousse comme ça et on comble les vides, et l'idée c'est qu'on fait ça pour essayer de grouper des valeurs entre elles, puisqu'à la fin, les cartes qui font partie de groupes d'au moins 2 cartes de même valeur, on les retire de notre tableau, et en gros, celles qu'on n'a pas réussi à retirer, c'est les points qu'on marque, et je rappelle que comme dans Skijo, on veut éviter de marquer des points. Alors il n'y a pas trop comme dans Skijo ce côté déclenchement de fin de partie et tout, qui est un élément intéressant du jeu du golf, pour déclencher la fin de partie et un peu de prise de risque. Il n'y a pas non plus la tentative de... Il y a moins de prise de risque, je trouve, que dans Skijo de manière générale, par exemple. Et c'est un jeu desquels où moi j'ai aucune sensation qui s'en dégage. On va prendre des cartes parce qu'en gros on veut créer un espace à tel lieu, mais les valeurs elles sont complètement random. Les choix proposés, soit c'est des choix qui n'ont aucune portée, soit c'est complètement évident et ça présente aucun intérêt. Et à la fin, finalement, moi j'en ai fait quand même beaucoup de parties, parce que c'est encore une fois pour le coup un jeu qui se joue facilement et tout ça, qui sont aucun argument sur la qualité d'un jeu, mais qui sont des arguments pour pouvoir y rejouer et me forger un avis par contre. À la fin, moi j'ai jamais l'impression d'avoir été maître de ce que j'ai fait, soit parce que tout était un peu automatique et un peu évident, qu'il n'y avait pas de mauvais coups, soit parce que on a subi des trucs et on pouvait pas y faire grand chose. À plus nombreux, j'ai surtout joué à 2, j'ai joué un petit peu à plus, je trouve que c'est mieux à plus quand même si ça reste assez nul. À 2 c'est vraiment la pire config je trouve, parce qu'à plus nombreux il y a quand même un minimum d'attention qui va être porté sur ce qu'on va laisser aux personnes suivantes, mais on le fera jamais au détriment de quelque chose qui nous intéresse. C'est plus si rien ne nous intéresse, alors on va faire gaffe à pas laisser des trucs qui sont trop bien pour les autres. Un peu comme dans un Skijo finalement en termes d'interaction et de ce qu'on laisse comme carte visible sur la pioche. Donc décale, voilà, ça fait partie de ces jeux qui pensent parvenir à une forme d'accessibilité, et au passage en fait c'est bien d'être accessible, mais ils oublient d'être intéressants au passage. Parce qu'effectivement c'est un jeu accessible, mais je vais te dire encore, et je le dis à chaque fois dans ces propositions, dans ces propositions de jeux que je trouve mauvais, des jeux accessibles, j'en ai plein d'autres en fait que Décale, et j'en ai plein d'autres surtout que je trouve bien meilleurs, plus intéressants, plus originaux, et qui semblent moins être là pour surfer sur une mode que pour proposer vraiment des sentiments spécifiques. À partir de là, moi, quel intérêt j'aurais de proposer Décale à quiconque ? Aucun. Et pour moi, du coup, quel intérêt a Décale à exister dans le monde ludique actuel ? Pareil, aucun intérêt. Attention, celui-là, il faut pas le confondre avec le jeu de chez Portal Games, vous savez, l'espèce d'adaptation de Football Manager qui est sorti il y a quelques années. Non, là, c'est vraiment de petits jeux de cartes qui, mine de rien, avait pas mal fait parler de lui lors de sa sortie. C'était un Tokyo Game Market, c'était courant 2023, notamment, alors il avait fait parler de lui pour plusieurs raisons, mais de notre côté, on peut le connaître, l'auteur, parce que c'est quand même la personne qui a fait Time Bomb, qui est moi un de mes jeux à identité secrète préférés, et un gros carton. C'est un jeu de cartes, plus précisément, c'est un jeu de défausse, et le but, comme l'indique son titre, c'est d'arriver à 11 points. Et alors il est une petite boîte de jeu, qui est une mignonne petite voiture, ça représente bien l'idée de course, qui est la façon dont on gagne la partie. Le jeu il assume complètement d'avoir aucun thème, il y a cette merveilleuse phrase qui est dès le début de la règle, et je peux pas m'empêcher de vous la lire, c'est « There is no story to this game ». Il n'y a pas d'histoire dans ce jeu, voilà, au moins c'est assumé, il essaye pas de se cacher. Mais Eleven, au-delà de ce côté amusant du petit pitch, c'est une vraie déception, parce que moi quand j'ai lu la règle, le système de jeu me paraissait vraiment prometteur, et même en début de partie, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Son idée c'est qu'on a 11 cartes en main, et à notre tour on peut jouer soit une carte, soit plusieurs cartes qui forment une suite. C'est des cartes qui vont de 1 à 9, et en plus il y a des cartes spéciales qui valent au choix 0 ou 10. Les cartes, au-delà de leur valeur, elles ont aussi des couleurs, et les fameux 0-10 c'est des cartes joker, donc à la fois parce qu'elles permettent de faire un 0 ou un 10, mais aussi parce qu'elles sont de la couleur de notre choix. Et nous ce qu'on veut, c'est à la fin de notre tour ne se retrouver qu'avec une seule carte en main, parce que si on finit notre tour avec une seule carte en main, donc on a pu poser toutes les autres, on va la révéler et on va scorer autant de points que sa valeur. Donc je rappelle que le but c'est d'aller vers 11 points. Mais le truc c'est que après avoir joué, donc après avoir posé notre suite,
on va piocher autant de cartes que de couleurs qu'on a utilisées pour faire cette fameuse suite. Donc pour nous en sortir et scorer cette fameuse carte, faut qu'on arrive à faire une suite avec toutes les cartes de notre main, et ça dans une seule couleur, pour après avoir posé notre suite ne piocher qu'une seule carte. Pour faciliter ça, il y a une règle qui dit que si on ne joue qu'une seule carte au lieu d'une suite, en fait on la défausse, on la met pas devant nous, mais par contre on a le droit d'aller chercher une carte parmi celles qui ont été jouées par les adversaires, donc ils ont encore devant eux. Et ouais, parce que les cartes, si on fait des suites, on les laisse devant nous jusqu'à notre prochain tour en fait. Donc c'est cette mécanique là de poser une carte pour aller en choper une, ça permet d'éviter l'aléa de la pioche, qui est un aléa assez fort, un aléa qui tue pas mal de stratégies aussi, et donc l'idée c'est d'aller prendre des cartes dont on a déjà les couleurs. Donc cette idée là, ça crée de l'interaction, et ça permet un peu d'essayer de manipuler notre main au mieux pour atteindre cet objectif de la monocouleur. C'est une idée plutôt sympa, mais c'est très mineur, et le côté vraiment assez cool du jeu, c'est renforcé par un autre élément. Je vous ai dit que s'il nous restait une seule carte, on marque autant de points que la carte révélée qu'on pose devant soi. Mais la carte qu'on pose devant soi et qui nous fait marquer nos points, c'est aussi le nombre de cartes qu'on va immédiatement repiocher pour refaire sa main. Par exemple, si je pose un 3, je gagne 3 points et je repioche 3 cartes. Évidemment, sa main, on va devoir à nouveau la vider pour progresser vers les fameux 11 points. Donc il y a un sentiment assez intéressant quand même, et c'était ça la fameuse promesse dont je parlais. Il y a un peu l'impression de redémarrer à des vitesses différentes, et l'air de rien, moi, ça me rappelle un peu cette voiture sur la boîte. Le jeu se prévaut de pas avoir de thème, mais mine de rien, j'arrive à faire le lien avec l'illustration. Il y a un peu l'idée que cette voiture, on la rechargerait avec plus ou moins de carburant jusqu'à la ligne d'arrivée, et là où ce moment peut devenir génial, c'est que si on garde juste un 1, on pioche une seule carte. Donc si je pose ma suite, je pioche et c'est un 1, je pose mon 1 et je repioche tout de suite une seule carte. Donc tout de suite je peux la révéler à nouveau. Et si je fais un 1, que je pioche, que j'ai un 10, c'est victoire immédiate du coup, parce que je fais faire 1 point plus 10 points, donc c'est 11 points. C'est extrêmement peu probable, mais moi, juste le fait que ça existe, c'est très très grisant, et ça donne une sensation de suspense assez fort lors de ces très rares moments. Il y a autre chose, c'est que si on a pioché un 1, donc qu'on révèle un 1, on marque un point. Si on repioche un 1, il se repasse ça, etc. Là aussi, c'est des moments aussi précieux que rares. C'est ces moments-là, un peu des exceptions qui peuvent arriver. Donc Eleven, c'est plein de promesses, il y a plein de belles idées sur le papier, mais tout le reste en fait ne marche pas, parce que le jeu il a un rythme complètement cassé, notamment parce que c'est super difficile en fait de préparer sa main pour faire un bon coup. Est-ce que j'ai parlé de l'aléa de la pioche et le fait que il faut essayer d'avoir une seule couleur. Il y a aussi la composition du deck, j'imagine, qui joue là-dedans. Il y a aussi le fait que quand on pioche une carte chez quelqu'un, c'est une seule carte, donc c'est pas beaucoup. En fait, il y a un sentiment bizarre, on essaye de réduire sa main, et par moment on est obligé quand même de poser des suites, mais du coup on repioche et ça nous reflingue d'autres mains. Pas très agréable en fait en termes de sentiment de jeu. Donc ce qui se passe, c'est qu'on enchaîne les tours, personne vide sa main, ou bien en général c'est le fruit de la chance. On tourne, on repioche, on tente de se faire une main correcte, et puis finalement on pose un truc, on repioche plein de couleurs différentes, on essaie de piquer des cartes aux autres, ça prend 3 plombes, des fois ça revient à notre tour, il n'y a aucune carte à piquer, enfin quand on a enfin réussi à vider cette fiche humain, on recommence, et c'est reparti pour un tour. Alors a priori, théoriquement ce sera un peu moins long, parce qu'on part plus avec les 11 cartes du départ, mais ouais, le rythme est complètement cassé. C'est trop dommage, parce que finalement après un ou deux tours à se dire c'est rigolo ça, d'accord, ok, l'idée de piocher autant que de couleurs et tout, ça crée ce sentiment de jeu et la manière dont on essaie de manipuler cette main. Une fois qu'on a vu ça au bout d'un ou deux tours, en fait on a juste un seul souhait, c'est que allez, on espère qu'une personne ait la chance d'avoir la bonne main pour aller vers la fin, parce que y a rien qui vient transformer et dynamiser le rythme du jeu, qui devient totalement somnifère, et les parties que j'ai faites étaient vraiment déplaisantes. Je pense que de cette liste, c'est sans doute pas le pire jeu, mais c'est la plus grosse déception, parce qu'encore une fois, Eleven, au-delà de l'affirmation de l'inexistence de thème, il y avait plein de choses pour devenir un carton chez moi. Sans surprise, un auteur qui revient tous les mois, c'est Rainer Knizia. Et comme ça arrive parfois, il est là dans la partie des déceptions. C'est Escalation. Le jeu, j'y ai joué en ligne uniquement, et il se place dans les jeux de défausse, et je trouve que Rainer Knizia, il est pas très fort dans les jeux de défausse, en tout cas dans ceux que j'ai essayé. J'aime pas du tout l'AMA. Il y a quelques mois, j'avais été déçu par James Rizzi. Ici, donc jeu de défausse, mais aussi d'escalade. Et l'escalade va souvent avec la défausse, mais à son tour on doit jouer une combinaison, soit c'est une carte simple, soit c'est plusieurs cartes de même valeur, et en gros, pour pouvoir jouer, il faut pouvoir mettre une valeur plus haute que la précédente, ou bien jouer je crois il y a 2 cartes passées,
voilà, c'est vraiment pas beaucoup, on peut la jouer, qui maintient la valeur précédente en fait. Franchement, ces cartes-là, il y en a deux, ne pas les mettre, ça aurait pas changé grand-chose dans le jeu. Attention, hein, c'est pas comme dans des jeux d'escalade habituels où si on joue des paires, il faut pouvoir jouer des paires, etc. Non, là, on peut voguer entre cartes simples et 7 de même valeur. Faut juste, si j'ai posé un 10, faut juste que le set de cartes de même valeur fasse plus que 10, mais après, par exemple, si quelqu'un derrière le 10 joue 2-6, ça fait 12, mais que quelqu'un derrière a une carte 15, il peut tout à fait jouer une seule carte 15 pour battre la valeur précédente. Et alors évidemment, si on peut ou si on ne veut pas jouer, eh ben on récupère toutes les cartes jouées avant et on relance, donc on les récupère devant nous et c'est des points. Ça constitue quand même, je le note, un changement par rapport à beaucoup de jeux du genre en général. Dans ce genre de jeu, bah, c'est la personne qui n'a pas été battue dans le tour en cours ou bien la dernière à avoir joué qui va pouvoir relancer. Ici non, c'est la personne qui ne peut pas jouer. Et donc si une personne se vide entièrement de sa main, bah, les autres vont marquer autant de points que les fameuses cartes récupérées quand on peut ou veut pas jouer, ou les cartes qui nous restent en main aussi. Et donc bah, les cartes, comme dit, on les prend, on les marque, mais nous on veut pas de points, donc il faut essayer de ne pas en avoir beaucoup. Et en gros on fait autant de manches que de personnes autour de la table et c'est à peu près tout. C'est un jeu qui est pas tout récent, c'est sorti en 2007, comme pas mal de jeux de Knizia, il y a eu pas mal d'émissions plus ou moins loufoques au niveau des illustrations. C'est vraiment très très basique en termes de propositions. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui le sort du lot. J'ai l'impression de jouer à un truc qu'on a déjà joué 100 fois et qui a plein de versions plus intéressantes que ça. Et honnêtement, hein, j'ai dit 2007, mais même en 2007, je trouve que c'est assez indigent en termes de sensations, en termes d'idées. Il y a vraiment quasiment pas de choix. Les seuls moyens qu'on a, c'est éventuellement limiter la casse, mais c'est très très pauvre et c'est très très triste. C'est pas agréable en fait parce que t'es là et tu te dis bon bah on va essayer de faire le moins pire possible, mais en fait j'ai aucun moyen. Le seul petit truc qu'on peut faire en fait, c'est volontairement assez vite passer parce qu'en gros on sait qu'on va être flingué, donc on va essayer de récupérer un peu moins de cartes pour pouvoir relancer. Et encore une fois, hein, j'adore les petits jeux de cartes aux règles simples, par exemple Trio, hein, mais moi j'aime bien quand j'ai quand même un peu de prise sur le jeu et j'aime bien quand c'est pas juste je lance les cartes comme elles viennent et puis il se passe ci et puis voilà, tout ce qu'on fait ça semble un peu automatique et sans qu'on ait vraiment d'intérêt au jeu, et c'est malheureusement un peu ce que j'ai ressenti en jouant à Escalation. Pour Flowers, je pourrais vous refaire un peu le pitch que j'ai déjà fait sur Décal, si ce n'est que la démarche, mais elle me paraît un peu moins mercantile, ça vient d'un éditeur un peu moins installé, donc j'ai sans doute un peu moins de sévérité, et en plus, dans l'ensemble, j'ai quand même un meilleur sentiment de jeu, mais dans l'ensemble, c'est un jeu d'agencement de cartes, où les cartes, on va essayer de les organiser chacun et chacune devant soi, hein, c'est pas un truc commun, pour essayer de marquer des points en mettant les 1 tout seul, les 2 par 2, les 3 par 3 ou les 4 par 4, et en plus, on essaie de grouper tout ça par couleur, et pour marquer des points, et si possible il y a aussi des petits papillons qu'on essaie de mettre à côté des cartes de bonne couleur. C'est tout, c'est des sentiments de jeu, de puzzle game un peu vécu 1000 fois et d'essayer d'optimiser l'espace qu'on a devant nous. C'est déjà vécu 1000 fois, que ce soit dans la sélection des cartes, qui certes a un peu d'interaction, mais là encore, comme dans plein de jeux, on va d'abord jouer pour nous avant de jouer contre les autres, évidemment. C'est aussi déjà vécu dans la manière de marquer des points. En plus, je l'ai dit, mais on est dans un truc assez puzzliste qui est pas du tout ce que je préfère moi à choisir, même si ici je trouve que vu le nombre de cartes qu'il y a à choisir et tout, et l'évidence un peu des coups, c'est pas trop analysis parce que finalement les choix qu'on a au départ à notre tour c'est assez faible. Mais encore une fois, hein, des fois je dis que les faibles choix c'est quelque chose que j'aime pas, mais en fait faut voir faible dans la portée qu'ils ont, dans la manière dont on peut les prendre, et ici c'est plus qu'ils sont assez peu nombreux. C'est pas qu'ils sont faibles, c'est en fait une analyse plutôt positive que je fais du jeu, un peu comme dans un Blitzkrieg ou quoi. Moi j'aime bien quand il y a peu de choix mais qu'ils ont beaucoup d'importance. Ici c'est pas forcément le cas, mais je trouve que le fait qu'il y en ait peu au début c'est plutôt un bon point, parce que du coup le choix il se fait pas tellement sur les cartes qu'on prend, mais plus sur comment on va les placer. Ce qui à mon sens est un peu plus intéressant, et j'ai l'impression d'un plutôt bon équilibre entre opportunisme et optimisation. Je retiens quand même la structure de scoring, parce que j'ai dit qu'il fallait mettre les valeurs, de mettre autant de cartes que la valeur qui sont indiquées dessus, donc les 2 par 2, etc. C'est pas ça qui va marquer les points, ça permet juste de vérifier la légalité des cartes, celles qui vont rester dans le moment de scoring. En gros, celles-ci vont rester, et ensuite on va regarder les groupes de couleurs dont je parlais, qui eux vont rapporter des points s'il y a assez de cartes. Ça change pas grand chose en cours de jeu, mais je trouve que ça me paraît un peu plus intéressant que dire bon bah voilà, vous allez poser les 2 avec les 2, etc. ça rapportera 2 points, et en plus on marquera les groupes de couleurs. Je trouve que séparer un petit peu l'utilité de, disons, les groupes de valeurs et les groupes de couleurs, c'est pas une mauvaise idée. Je crois que c'est le premier jeu sur le marché de la part de l'éditeur. Je vous avoue que pour un premier jeu, on peut espérer plus audacieux,
Alors évidemment, parce que là c'est très calibré entre guillemets pour ressembler à pas mal d'autres jeux, avec une vision, j'ai l'impression éditoriale de on va sortir un truc qui ressemble à plein de trucs parce que c'est ce qui marche, mais ça manque d'âme, d'identité. L'auteur, j'ai rien essayé en fait de ce qu'il a fait, mais je reste un peu plus curieux de Perfect Words, qui est un peu plus dans ce que j'aime en termes de propositions. Ou bien il y a Stratus aussi, je crois qu'il a fait, ou auquel il a participé, et qui est un dérivé de comment ça s'appelait, Ricochet je crois. Ricochet dont j'avais bien aimé l'idée, mais j'avais pas trop aimé l'exécution sur certains points. En tout cas, ouais, moi j'aime bien en tout cas quand un éditeur se lance, qu'il essaie de marquer de son empreinte un peu ses premières productions, plutôt que de vraiment s'inscrire dans un marché actuel qui est assez pauvre en termes de propositions. Là c'est pas le cas, je vous avoue que moi les fleurs là, j'ai fait quelques parties sur BGA, mais elles se sont assez vite fanées. Il est là le deuxième jeu Queen Games que j'ai pu essayer lors de la soirée au Philibert dont je parlais lors de Dabawala, et pour le coup lui il est déjà disponible depuis je crois quelques mois, mais je l'ai encore moins aimé que Dabawala pour le coup, qui était déjà pas forcément une recommandation de ma part, mais je vous conseille quand même si vous avez l'occasion de l'essayer. Là la proposition c'est ultra classique, c'est vraiment une espèce de pose d'ouvrier où on va choisir des actions, il y a quelques petits éléments de flexibilité comme d'habitude, il y a quelques contraintes en termes de ce qu'on peut garder en fin de tour, ce qui est pas forcément inintéressant. Voilà, il faut essayer d'optimiser pour bien utiliser ce qu'on peut faire à son tour, et tout ça, tout ce qu'on va récupérer, tout c'est vraiment le but, c'est évidemment de marquer des points, et tout ça se passe par de la réalisation de contrats, parce que donc l'idée c'est qu'on fait des graphes dans un tunnel, mais de manière légale, il y a un flic également qui vérifie que tout ça est bien fait. Donc ouais, il y a ce tunnel où on fait les graffitis, et pour faire les graffitis, évidemment il faudra avoir les bonnes couleurs, donc c'est ce qu'on va chercher, les bonnes couleurs, c'est du contrat classique, il n'y a rien d'excitant à aucun moment. Alors en plus il y a des petits paravents dans le jeu pour cacher des trucs, alors qu'en fait, sauf très très rare exception, tout ce qu'on prend c'est connu, c'est visible, donc en fait ça met en place la compétence de mémoire pour un jeu qui n'est absolument pas basé sur la mémoire. C'est toujours quelque chose qui moi m'agace un petit peu. Et par ailleurs, en dehors de cette fameuse exception qui permet de prendre parfois un truc face cachée, il y a aussi certains peut-être tirages de jetons, un petit peu dans ce qui va être révélé de manche en manche. Sinon il y a tout qui est connu, ce qui est pas du tout ce que je préfère en termes d'équilibre de mon côté. Le seul élément en fait où Graffiti offre un peu de sensation de jeu et m'a un peu pris avec lui quoi, c'est dans la manière de scorer et de déclencher la fin de partie, parce qu'en gros la fin de partie c'est au bout d'un certain nombre de pans de mur que ça s'achève, et les pans de mur ne font pas tous la même taille, évidemment vu qu'ils font pas la même taille, ils rapportent pas non plus le même nombre de points. Et chaque section de mur, on peut être plusieurs à y poser des petits bouts de graffiti. Et donc, alors c'est peut-être arrivé un petit peu tard dans notre partie malheureusement, c'est peut-être, en tout cas moi, je m'en suis rendu un peu compte un peu tard de cette dynamique-là, mais il se met en place des espèces d'échanges que moi j'aime bien dans ce genre de jeu, où en gros on essaye des petites alliances ponctuelles, où on essaye d'inciter l'autre à venir finir un autre pan de mur, plutôt que de commencer un nouveau pan qui va pas être fini et qui rapportera trop peu de points, ou plutôt de nous aider nous plutôt qu'une autre personne. Mais en même temps évidemment si on nous propose ça c'est qu'il y a un intérêt, donc il va falloir un peu essayer de se dire ok donc je peux scorer un petit peu ici, mais en même temps je l'aide à finir un truc où peut-être il va être majoritaire. Voilà, on peut aussi évidemment faire des promesses sur des collaborations qu'on peut ou non tenir, et il y a aussi du coup une notion de tempo un peu sur le temps dont on va disposer en fait si on essaie de faire notre route tout seul parce qu'on veut pas partager la victoire et les points, on risque de ne rien gagner, ou bien peut-être qu'il faudrait un peu partager justement un graffiti avec une autre personne, peut-être que certes cette personne va grappiller quelques points, mais nous on va aussi en marquer plutôt que ce soit une autre personne qui aille aider cette personne. Parce que à la fin, je l'ai dit, c'est la condition de fin de partie, c'est un certain nombre de graffitis qui sont terminés, mais il y a que les graffitis qui auront été complétés qui permettront de gagner quelques points supplémentaires. Je crois que c'est une question de majorité selon à quel point on a participé à l'œuvre, un truc du genre, pas très original non plus. Bref, l'ensemble est quand même très très quelconque, très oubliable. Moi j'ai pas été très enthousiaste ni dans la partie ni après quand j'y ai repensé, mais sur ce petit truc, j'ai bien apprécié ces petites dynamiques qui naissent, ça apparaît notamment lorsqu'on voit la fin de partie approcher, parce qu'on est bien obligé de commencer à composer avec autrui plutôt que de rester un peu dans son coin. Reste, c'est un jeu très très scolaire à tout niveau, voilà, il y a un thème qui est là, qui est dans le graffiti, etc., qui a de l'énergie, de la dynamique de création. On retrouve jamais ça un peu dans le jeu, dans Graffiti, le jeu, c'est un thème qui est largement sous-exploité.
Deuxième Knizia décevant du mois, c'est quand même un jeu Hotlead qui est un peu plus engageant qu'Escalation, et disons que l'envie que j'ai d'y revenir est pas entièrement nulle, même si je pense que y rejouer ça amènera pas vraiment forcément un autre regard que celui que je lui porte après une seule partie. Donc là on n'est plus dans la défausse, on est plus dans le jeu de cartes en simultané et la collection, dans un thème un peu plus présent que dans Escalation mais qu'on oublie immédiatement. Franchement tous ces jeux là il ferait mieux de faire comme dans Eleven et de dire bah y a pas de thème et c'est la vie, ou bien comme Enemy Anemone et dire bon bah y a pas de thème mais en même temps c'est rigolo les anémones, voilà, hein, pas plus que ça. Donc on oublie tout de suite ce thème, l'idée c'est qu'on essaye de rassembler des preuves de diverses sortes, qui sont les différentes couleurs, mais pas trop, parce que sinon on est grillé. Il y a pour les mains des joueurs et joueuses des cartes de 1 à 55, chacune en un exemplaire. On va distribuer ça et on va révéler des preuves qui sont donc d'autres cartes, les fameuses cartes de couleur. On va en révéler autant que de personnes à table. Et en gros, chacune va choisir une carte en main. On va les mettre face cachée, on va toutes les révéler. Et en gros, la carte la plus haute va prendre la preuve la plus proche de la pioche. Et ainsi de suite jusqu'à ce que chaque personne ait pris une preuve qu'on va mettre dans notre petit tableau de collection petit à petit. Donc on va constituer un tableau comme ça au cours de la partie, parce que je l'ai dit, les preuves elles sont de plusieurs couleurs, et donc idéalement on tente d'avoir 3 cartes par couleur, parce que ça fait un bonus de 10 points, mais on essaye de ne pas en avoir 4, parce que sinon, bah en fait, le moment où on en obtient 4, on défausse toutes les preuves de cette couleur, c'est qu'on a été un peu trop loin dans notre investigation et qu'on s'est fait griller, ça c'est un peu l'idée, mais on veut aussi, hein, vous vous en doutez, avoir une preuve de chaque couleur, parce que ça rapporte aussi un petit bonus de 10 points, et si possible, les cartes, j'ai dit, les cartes preuves, elles ont des couleurs, elles ont aussi des valeurs, évidemment, on va essayer de prendre des preuves de plus haute valeur, parce que chaque carte vaut sa valeur en points. Ça donne un peu le sentiment de jouer à For Sale, mais sans la première phase, la phase d'enchère qui donne justement tout son sens à la deuxième, où on retrouve un peu la pose de cartes en simultané. Là, il y a que la phase de pose en simultané qu'on n'a pas du tout préparée, donc notre main dépend de rien du tout sauf de la distribution, et voilà, on essaye de faire sa petite collection. Parler d'Escalation, il y a quand même un peu plus de prise sur le jeu, il y a des sentiments bien classiques d'essayer de jouer dans la bonne fourchette pour prendre la carte idéale, c'est des choses qu'on connaît déjà, et on va aussi, au-delà de prendre la carte qui nous intéresse le plus, peut-être éviter les cartes qui seront dangereuses ou qui rapportent trop peu. Évidemment, je l'ai dit, ça va dépendre de la main de départ sur laquelle on n'a aucune prise, mais les parties que j'ai faites, dans l'ensemble, n'étaient pas trop déséquilibrées. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus moyen de s'en sortir que dans Escalation avec une mauvaise main, par notamment le système de points. On peut aussi essayer de faire en sorte que telle personne prenne sa 4ème carte de la couleur pour toutes les perdre, mais ça reste ultra ponctuel. Franchement, en général, c'est très peu mis en valeur comparé au fait de prendre une carte qui nous intéresse. Et finalement, à la fin, tout le monde a à peu près réussi à prendre de quoi scorer au mieux. Les écarts de score ils sont plus relevés du bon vouloir du jeu que des choix de la part de telle ou telle personne. Et à la fin, alors le jeu est pas très long mais il y a un peu ce sentiment de tout ça pour ça. Et du coup, comme tout le monde arrive à peu près à son objectif, quand par hasard une personne se fait casser sa collection par une 4ème carte, finalement c'est un truc super punitif, sans l'impression que cette personne puisse vraiment se rattraper, sans l'impression non plus qu'elle mérite vraiment cette punition qui là encore relève rarement d'une erreur de sa part, ou du fait que les autres aient joué de manière très maligne. Il y a quelques variantes qui permettent de mettre des jokers, des points négatifs, d'autres axes de scoring, j'ai pas essayé, mais j'ai pas le sentiment que ça va changer grand chose au fond du problème. Finalement, sans être aussi désagréable et assez indigent que Escalation ou que d'autres jeux de cartes, à choisir, je vais toujours lui préférer un Stupid Vautour, un For Sale, voire même un Prey Another Day. C'est des jeux qui offrent pour moi plus d'émotions et des enjeux plus intéressants que ce Hotlead. C'est un jeu auquel j'accepterais de jouer comme ça si on me propose une partie, mais qui, comme d'autres jeux de cette partie ce mois, des jeux qui m'ont pas plu, ça a pas vraiment, je trouve, suffisamment de personnalité pour mériter sa place sur le marché ludique actuel. Partons dans le jeu exclusivement à deux avec Ice Team, qui est un jeu de course, mais pas tout à fait. C'est Bruno Catala qui collabore avec Matthew Dunstan, ces deux auteurs, j'aime bien suivre leurs sorties, même si il y a beaucoup de leurs sorties qui me laissent sur le côté pour plein de raisons différentes, et ça dépend vraiment des jeux, mais il y en a plein que j'aime pas. Dans Ice Team, il y a un sentiment qu'on peut un peu ressentir dans Pingouin, Hey That's My Fish, vous savez, ce jeu de 2003. Il y a ces petits îlots de glace qui vont disparaître ou qui vont être modifiés, et il y a un peu ce côté blocage qu'on retrouve beaucoup dans les jeux à deux de Catala. Mais la comparaison s'arrête là, évidemment, on y pense aussi parce que c'est la banquise, mais la dynamique est pas du tout la même. Il y a beaucoup moins ce feeling de jeu abstrait que dans Pingouin, en tout cas au niveau du visuel. Pourtant, à plein de niveaux, Ice Team est un jeu abstrait, finalement les éléments inconnus sont assez rares. La différence, c'est évidemment que le déplacement, il se fait pas dans le même but, parce que le but, ça va être de collecter des poissons, de progresser sur la piste, des trucs comme ça. On n'a pas vraiment l'impression d'un jeu de contrôle de zone et d'isolement comme on peut l'avoir dans Pingouin. En gros, il va essayer
essayer, pareil, les tuiles ont aussi des pouvoirs, ce que n'ont pas les tuiles de pingouins, hein, puisqu'ils ont juste des poissons différents. Là, on va essayer d'utiliser au mieux justement ces différentes tuiles auxquelles on va avoir accès. On va essayer de profiter d'une ouverture pour progresser beaucoup d'un coup. En même temps, on va essayer d'éviter de créer des ouvertures à l'autre. Je parlais de jeu de course parce que donc il y a ce parcours-là et il y a une valorisation quand même assez forte d'emmener ces ours polaires au bout de la piste. Ça va rapporter pas mal de points, mais c'est pas la seule manière de récupérer des points, donc c'est pas une obligation de les faire tous arriver. Donc voilà, il va falloir équilibrer entre progresser vers la ligne d'arrivée pour bénéficier de ce fameux bonus, parfois faire des écarts justement pour aller récupérer des poissons, un peu comme dans un Cubitos, vous savez. Évidemment, il y a le chemin le plus court, mais on est tenté d'aller un peu à gauche à droite pour récupérer des petits bonus. Là c'est le cas, on va essayer de faire ces écarts là pour aller récupérer des poissons sur les igloos avant les autres, voire même selon le résultat du dé en piquer à l'adversaire si l'adversaire n'a pas pris le soin de les congeler à un moment ou un autre. Tout ça évidemment ça va se faire via l'utilisation au mieux du plateau, au mieux des espaces de mer qu'on va pouvoir traverser en une seule action, en utilisant au mieux aussi le saut ourson, hein, qui paraît un peu emprunté au jeu de dames, ou le pouvoir de dérive qui peut faire avancer beaucoup d'un seul coup. Donc il y a pas mal de petits pouvoirs à déclencher, des effets à enchaîner, des petites optimisations à faire, parce qu'à notre tour on a 2 actions, donc on peut en faire une pour préparer l'autre, et pourtant avec mon camarade de jeu du jour, on n'a pas trouvé ça palpitant, on a trouvé ça vraiment assez plat, ça manque un peu de vie, ça manque de rythme. Et en plus, j'ai parlé des dés, il y a le hasard des dés qui moi me pose aucun problème, mais qui pourrait en poser si les gens disent voilà, moi j'ai lancé, je suis tombé tout le temps sur plus de poissons que l'autre, donc j'ai gagné. Moi ça me dérange pas. Par contre je trouve le tout, malgré ce hasard là, trop calculatoire, trop dans de la petite optimisation. Ici on retrouve vraiment la patte de Catala et le fait qu'il aime beaucoup les jeux abstraits, où on peut vraiment voir facilement plusieurs coups à l'avance. Et je vous avoue que même si je retrouve cette identité d'auteur qui est intéressante à suivre, moi cette patte là de Catala, c'est rarement des jeux dans lesquels je prends beaucoup de plaisir, parce que je suis assez peu sensible à cette proposition de manière générale dans le jeu de société. Et finalement Estime, ça se classe dans les jeux des auteurs que j'oublierais. J'ai l'impression que pas mal de monde l'a oublié, j'ai pas l'impression qu'il ait marché outre mesure. Moi j'y ai joué du coup pour la science, voilà, ça me fait un jeu de plus de 2 que j'ai joué, parce que l'occasion a fait le larron, mais rien d'autre. Je vous avoue que comme beaucoup de jeux dans cette partie, c'est des jeux dont s'ils n'avaient pas existé, ça aurait absolument rien changé à ma vie ludique, si ce n'est que peut-être lors du choix du jeu dans le bar à jeu, j'aurais pris un truc qui m'aurait peut-être fait un peu plus forte impression. Je vais pas m'attarder très longtemps sur celui-là parce que j'ai l'impression de rejoindre pas mal de retours que j'ai lus ou entendus. En gros c'est bof, ça amène pas grand chose de neuf comme sensation, on aurait pu se passer de l'existence du jeu. J'apprécie quand même l'idée du choix de qui on cible quand on joue une carte et la manière dont ça va déterminer un peu la prochaine personne à jouer. Il y a aussi une espèce de petite mise en scène avec l'impression du design des cartes de personnes qui sont assises à table. C'est aussi assez rigolo, mais tout ça apporte assez peu de sensations. La structure du jeu est très répétitive, notamment au niveau de l'utilisation aussi des cartes événements sur lesquelles on a vite tendance à s'axer. Idem du côté des points marqués, il n'y a rien qui m'a vraiment enthousiasmé, peut-être un peu les gobelins qui sont un peu rigolos, et pourtant le système de scoring c'est pas tellement ce qu'on a tendance à voir partout, il y a quand même des trucs qui sortent un peu de l'habituel, mais c'est quelconque, ça inspirera pas grand monde, je pense que ça risque pas d'être le jeu préféré d'à peu près quiconque, mais il y a quand même quelque chose que j'en retiens de Little Tavern, c'est que Little Tavern il amène vraiment quelque chose dans le traitement des relations entre les personnages, parce que c'est à travers ça, ce que je dis là, c'est à travers les personnages des romantiques. Pour commencer, ils peuvent déjà être de toute orientation sexuelle, ce qui est pas forcément le cas toujours dans le jeu de société, mais qui est pas non plus inédit. Mais surtout, il y a une règle qui est ouverte au polyamour et pas seulement au couple. Vu les auteurs qui sont derrière le jeu, j'ai le sentiment que c'est pas par hasard, que c'est fait de manière totalement consciente. C'est un choix qui est suffisamment rare dans les jeux à viser grand public pour être notable, et si le jeu va pas marquer quiconque, ni va être un exemple pour personne, de ce point de vue-là, du point de vue de la représentation, ça peut rester comme un exemple à suivre ou non, et mine de rien, c'est déjà ça. Où c'est un style de timeline de la géographie qui comporte il y a plusieurs déclinaisons selon les échelles. Là j'ai joué en Europe, mais je crois qu'il y a en France, il y a sûrement d'autres choses. Et comme timeline, il va avoir tendance à privilégier de manière assez nette les personnes qui sont à l'aise avec la géographie, ce qui se tient, mais j'ai tendance à avoir un peu du rejet moi face à ces propositions, parce que depuis maintenant pas mal de décennies, on a plein de jeux qui arrivent à contourner ce problème et à donner des éléments ici et là pour contrebalancer un peu ce déséquilibre qui finalement est externe au jeu. Il y a quand même quelques possibilités pour, au cours de son tour, limiter la casse, mais l'ensemble ça reste un peu trop excluant à mon goût, surtout pour un jeu de ce calibre. Il y a un petit côté GeoGuessr, mais dans GeoGuessr justement il y a un côté ultra compétitif
qui va valoriser en fait les compétences sollicitées par le jeu. Voilà, si on veut y jouer, il y a vraiment une scène incroyable en termes de performance du côté de GeoGuessr, mais dans GeoGuessr on peut aussi aller en solo ou à plusieurs derrière le même écran et sans aucune pression et sans avoir l'impression d'être un gros caca de la géographie. J'ai aussi trouvé le jeu trop long, on attend son tour, c'est vraiment un peu longuet, alors peut-être qu'on y a joué à trop, je ne sais pas. J'ai aussi trouvé ça trop répétitif, sans vrai moyen de se rattraper, même si j'aime plutôt le système de base avec le fait de poser etc et de contester, c'est pas ce que je préfère, mais il y a une phase de scoring entre les manches où on va je crois miser sur le nombre de choses qu'on pense juste ou qu'on pense fausses. Ça pour moi c'est la meilleure idée du jeu. Alors si vous êtes dans une association de géographes et qui aimez ce genre là, pourquoi pas, sinon je vais réserver un peu le même traitement qu'un Timeline, c'est-à-dire que c'est une proposition assez faible dans l'ensemble. Je préfère quand même sa dynamique spatiale avec les différents points cardinaux et donc ce que ça ouvre en termes de possibilités. Comme dans GeoGuessr finalement il y a sur les images quelques leviers qui permettent de deviner l'emplacement d'une photo. Ça m'a l'air quand même une proposition dans l'ensemble un peu plus riche que le simple fil unique de Timeline et qui repose uniquement sur les dates, mais ça reste quand même pas un super moment. Je parlais plutôt de Little Tavern et d'un point très précis du personnage du ou de la Rome antique. Alors ici aussi dans Ouch, il y a Théo Rivière qui est derrière en tant qu'auteur, mais il n'est pas accompagné cette fois de Maxime Rambourg, mais de Romain Caterdigian, qui est un auteur qui a une production assez intéressante. C'est pas un auteur extrêmement connu, mais intéressez-vous à ce qu'il a pu faire. Je mets le Ouch et Little Tavern en miroir parce que là aussi, la proposition finale c'est quelque chose de assez anecdotique, encore plus que dans Little Tavern. Le système de score il est déjà vu, il est pas du tout enthousiasmant, même si pour le coup c'est un jeu qui peut être joué très très jeune. Il y a aussi deux pouvoirs, et ils sont vraiment pas mémorables, le pouvoir du fennec et du serpent. Malgré tout, j'aime bien dans l'ensemble la prise de risque qui sous-tend le tout. Il y a des micro-choix qui sont ou non récompensés. En tout cas, dans ce jeu-là, il y a quand même des mauvais coups qu'on va pouvoir éviter. Et donc, il y a un petit peu de prise sur le jeu. Je trouve qu'il y en a assez à mon goût. Mais moi, ce que je retiens d'Ouch, c'est un peu comme dans Little Tavern, c'est un tout petit truc qui pourtant donne toute son identité au jeu, bien plus que dans Little Tavern qui est un élément plus annexe et que moi j'ai remarqué mais qui est pas le cœur du jeu. Ici ce petit élément c'est vraiment pour moi l'identité du jeu, elle est là-dedans. C'est le moment de retourner sa carte parce qu'on la prend par un des côtés et en gros, sauf exception, il y a autant de côtés cactus au verso qu'il y a de fleurs au recto. Et les fleurs évidemment c'est les points en fin de partie. Et donc si le côté par lequel on a pris la carte révèle sous notre doigt quand on la retourne un cactus, on la perd avec une règle qui va nous inciter verbalement et de manière explicite à dire ouch, le fameux ouch du titre. Tout ça, ça se tient en termes de thématisation, on lâche parce qu'on s'est piqué, voilà, donc on ne marque pas la carte. Alors je vous cache pas que moi souvent les gens avec qui j'ai joué, jouaient pas forcément le jeu de prime abord, quand moi je le faisais après parfois ils le faisaient mais pas toujours. Peut-être qu'avec uniquement des enfants la sauce prendrait mieux. C'est en fait un tout petit truc mais qui met vachement l'accent sur l'instant clé de la carte qui se retourne, qui est un acte qui est fréquent dans notre loisir, hein, j'en ai parlé dans Backstories, mais c'est rarement l'objet d'un vrai focus et d'une mise en scène consciente, alors que en fait retourner une carte, potentiellement, ça peut être un grand moment de suspense, que ce soit dans des petits jeux, des trucs de plusieurs heures, et quels que soient les genres, hein, des stops ou encore des jeux de cartes à collectionner. Pour moi c'est un peu un moment similaire à celui du dé qui roule, même si souvent c'est un moment plus court, et c'est en fait un geste qu'on a énormément et qui est assez peu de manière consciente valorisée. Donc Ouch, il va clairement pas marquer de son empreinte le loisir, il va pas marquer non plus ce mois-ci, le mois de juin au niveau des découvertes, il va pas marquer l'année, mais disons que je le vois bien plutôt comme un peu un objet d'étude en école de game design pour apprendre à des auteurs, autrices à venir, un peu l'importance du geste, du retourner une carte et ce qu'on peut en faire. Et comme Little Tavern, finalement c'est un tout petit élément, mais ça suffit déjà à le démarquer de pas mal de productions qu'on oublie à la fois pour le côté jeu, mais dont en plus il n'y a rien à retenir de particulier. On continue avec un vieux jeu, un jeu qui commence à dater, c'est une version de 2002, mais en fait ça revisite déjà Pakal, qui est un jeu de 1999. Moi j'aime bien découvrir les jeux de son auteur, donc c'est Gunther Burkhardt. Je l'avais découvert moi cet auteur avec le très chouette Potato Man, le jeu de Must Not Follow dont je vous ai déjà parlé, et j'en avais parlé aussi de Gunther Burkhardt sur le plutôt sympathique Ulm, qui datait des années 2010, qui était un Eurogame un peu plus classique, mais plutôt agréable. Un peu plus tard vous aurez droit aussi à une autre de ses créations. Alors celui-là là dit Pyramiden des Jaguars, c'est un jeu exclusivement à deux, et moi c'est un jeu qui m'a pas mal rappelé Welcome to,
dans la manière, en fait, c'est pas du tout un flip and write, mais plus dans la manière dont on va essayer d'agencer son plateau en pariant un peu sur le futur pour essayer de caler les cartes des bonnes valeurs au bon endroit, puisqu'on a l'obligation de les mettre par ordre croissant, un peu comme aussi, ça rappelle aussi un tranquillité par exemple. Il faut aussi faire gaffe parce que si à un moment on peut pas la placer, parce que je sais pas, j'ai un 23 et j'ai pas de place entre le 21 et le 25 par exemple, j'ai pas le droit de la placer, je vais devoir en recouvrir une et ça va faire progresser mon adversaire sur une petite piste. Progresser sur la piste, ça déclenche des bonus et ça va aussi surtout favoriser les possibilités de gagner. La différence, la grosse différence avec Welcome, c'est qu'on n'est pas du tout dans un système de duplicate. Ici, on est dans du, je sais pas, c'est un peu du I split you choose, là, du je coupe et tu choisis, enfin je sépare et tu choisis. Là, c'est plus du, c'est pas vraiment, en fait, je sépare pas vraiment, c'est plutôt du I propose et you choose, quoi. Je propose, tu choisis, parce que le système, c'est qu'on va choisir 2 cartes de notre main, on va les, qui ont chacune des valeurs uniques, on les propose à notre adversaire. Cet adversaire en prend une et nous laisse l'autre. On peut apparenter ça à du draft en fait de 2 cartes, hein, si on veut. Donc encore une fois, on ne sépare rien du tout, mais il y a quand même ce sentiment-là qu'on retrouve dans les jeux de I split you choose, qui est un sentiment que moi j'aime bien en général, parce que forcément on va essayer de piéger l'autre, on va essayer de lui proposer un truc qui va être le pire choix possible pour lui, mais ce qui va lui ou elle nous laisser, ce sera un choix qui sera pas trop mauvais pour nous. Il y a aussi, j'ai dit, on a des cartes uniques, mais la main elle est pas si gigantesque que ça. Il y a pas mal de cartes qui sont laissées de côté, ce qui favorise l'incertitude, et des mains qui parfois sont un peu étranges et qu'il faut composer avec. C'est plutôt un jeu intéressant. Il y a aussi, je retiens beaucoup cette fin de partie qui est très originale, je trouve. L'idée, c'est que plus on progresse sur cette fameuse piste là, plus on a de chances que la partie s'achève, parce que en fin de manche, c'est vraiment un moment que j'adore. En gros, la manche finit selon certains critères, et en fin de manche, on va retourner la première carte du paquet, donc des cartes qui n'ont pas été distribuées, et si la carte est inférieure au numéro de la case où la personne la plus avancée est placée, bah c'est la fin de partie. Et je trouve que c'est un moment de jeu qui met une emphase sur la fin de manche, mais vraiment du suspense. Parfois c'est des parties qui finissent super tôt de manière improbable, il y en a d'autres qui s'éternisent, alors c'est jamais extrêmement long non plus. Et j'ai vraiment trouvé ça super, comme moment et comme façon de potentiellement mettre fin à la partie. Je sais pas si j'ai déjà vu ça ailleurs sous cette forme, parce que moi vraiment, cette règle-là m'a vraiment surpris. Ça provoque des choses en termes de jeu, mais surtout d'émotion. Alors évidemment, hein, je disais on fait ça en fin de manche, faut savoir que la personne qui va gagner la manche va avoir un bonus qui est quand même pas négligeable, je crois que c'est 5 cases dont elle avance, donc ça valorise aussi le fait de gagner une manche et d'être potentiellement devant l'adversaire à la fin de la manche. C'est quand même dommage, je vous dis beaucoup de bien du jeu, hein, notamment là-dessus et tout, et c'est un jeu que j'ai plutôt apprécié dans l'ensemble, mais je trouve que quand même dans l'ensemble les choix sont un peu trop évidents, ça provoque pendant la partie pas vraiment de vrais dilemmes et de moments où je me dis ah ouais, est-ce que je fais ça et tout. Du coup l'ensemble, à part cette fin de manche, je trouve que c'est un peu plan-plan, c'est un sentiment qui est renforcé aussi parce que je parlais des effets bonus sur cette fameuse piste, bah ils manquent clairement de folie, ils sont pas passionnants, ils sont circonstanciellement assez intéressants, mais c'est un peu ennuyeux, parce que sans ça, sans des points plus négatifs quoi, c'est clairement un jeu qu'on va atterrir dans la partie suivante, hein, parce que vraiment il y a des arguments pour lui, et j'adore le faire découvrir, notamment parce qu'il permet de tisser plein de liens avec d'autres jeux plus récents. Mais en tout cas, dans un mois où les déceptions, c'est souvent des jeux sur lesquels j'ai quand même passé des mauvais moments, clairement je pense que dans cette partie c'est celui qui se démarque du lot et dont je vous conseille le plus la découverte. Je vous avais promis un deuxième jeu de Gunther Burkhardt, il est là, et cette fois c'est du côté du jeu de pose de tuiles, et comme beaucoup de jeux de ce mois dans les déceptions, en fait il brille surtout par son manque d'originalité, le côté déjà vu du jeu. Comme dans Planet Unknown, bon alors il n'y a pas le même plateau à fromage, il est un peu moins luxueux, mais en gros à notre tour on va choisir entre 2 polyomino, parmi 2 en fait qui vont être choisis au hasard, on va en prendre un des 2, et on va placer ce polyomino pour construire un plateau personnel, qui au début repose à peu près sur rien si ce n'est une tuile de départ. Voilà, et on va construire un peu autour de tout ça, ce qui est un peu différent de Planet Unknown où il y a un plateau, mais ça se rapproche quand même de plein d'autres jeux du genre, de type Isle of Sky par exemple. Là où on s'éloigne pour le meilleur ou pour le pire, selon vos sensibilités de Planet Unknown, c'est que, je l'ai dit, les tuiles qu'on va pouvoir prendre à notre tour, elles vont être choisies au hasard en faisant la fameuse pichenette dans l'espèce de truc qui va tourner et placer les couleurs des différents joueurs ou joueuses face à une paire de polyomino, là où dans Planet Unknown il y avait un choix conscient de mettre un truc face à soi quand on joue à plus de 2. Ici le choix il s'efface, pour le coup de quel polyomino je vais avoir accès, il s'efface pour se concentrer sur, parmi ces 2 tuiles là, laquelle je prends et où je la mets. Les placements, c'est les règles habituelles dans tous les jeux du genre, on n'est pas obligé de faire des connexions entre les mêmes paysages, mais c'est incité de le faire pour marquer des points, et là encore, les points on va les marquer de diverses manières.
pendant la partie ou à son dénouement. Il y a un tout petit élément d'interaction sur un élément de scoring qui sont les moutons, voilà, où il y a une espèce de point bonus pour qui a le plus grand troupeau. C'est vraiment un jeu très scolaire, il n'y a rien qui dépasse. Peut-être que les gens qui aiment ce genre de sensations et qui découvrent le monde du jeu de société, ça pourrait vous plaire, mais sinon je vois pas bien pourquoi proposer celui-là plutôt qu'un jeu déjà sorti plus tôt. Il n'y a rien qui le démarque, il n'y a rien qui lui donne une identité particulière, que ce soit dans le système de jeu, que ce soit dans la manière de le faire aboutir en termes de scoring. Donc bon, c'est pas le pire jeu de la catégorie, c'est juste un nouveau jeu un peu inutile vu ce qui existe aujourd'hui comme proposition dans le genre. Et bon, de toute façon j'en parle, il est pas pour le moment disponible en français, je sais pas si une traduction est prévue, mais vu ce que j'en ai dit, vous vous doutez que moi de toute façon, tant qu'à faire, s'il y a des gens qui doivent traduire des choses, autant se concentrer sur des choses un peu plus intéressantes qu'une énième ressucée de trucs déjà sortis. Voilà, on a fini avec la partie qui sera la plus longue de la vidéo, parce qu'il y avait le plus de jeux, mais aussi parce que il y a des jeux, Backstories par exemple, j'ai fait un long segment parce qu'il y avait pas mal de choses à en dire. Hein. La longueur des segments et le discours qu'on a à produire sur un jeu dépend pas de sa qualité ni d'ailleurs de sa durée. Hein. C'est vraiment selon ce que nous inspire le jeu en question. Même si, alors vous me direz si c'est un truc que vous avez constaté sur ma chaîne, moi j'ai le sentiment que plusieurs fois j'ai l'impression de faire... Alors le mois dernier je crois que c'était pas vrai, mais de faire plus long parfois sur les déceptions que sur les choses que j'ai aimées. Alors je sais pas trop pourquoi, peut-être que c'est pour me légitimer mon avis et montrer que j'avance mon rejet de ces jeux avec des arguments. En tout cas c'était la partie la plus longue, que ce soit des déceptions, des choses que juste j'ai pas aimées et que j'ai découvert par hasard. Je vous propose maintenant qu'on passe aux choses un peu plus positives avec les jeux que j'ai trouvé pas mal. C'est le seul jeu de pli du mois. Gongorwiss, c'est un jeu solo qui a en fait servi de base à For Northwood, qu'on connaît en français sous les fiefs de Norbois, un jeu dont je vous ai déjà parlé et que je trouve encore meilleur, puisqu'il ajoutait des pouvoirs et un système de choix d'adversaires, le tout avec un thème vraiment charmant. Ici, il n'y a aucun thème, mais par contre le deck, c'est pas le même que dans les fiefs de Norbois, c'est un deck un peu particulier, c'est le deck T ou deck tête, qui comporte en fait des cartes qui chacune ont 2 couleurs. Et si Gongorwiss, ça a servi d'inspiration à d'autres jeux, lui-même se place comme inspiré par le Wanontaoist, que je connais pas du tout. Donc ce que les fiefs de Norbois ils ont repris de Gongorwiss, c'est le fait de parier sur un nombre de plis à gagner à chaque manche, ce qui est quelque chose d'assez classique dans les jeux de plis. Et durant la partie, on n'aura pas le droit de choisir 2 fois le même pari, là aussi comme dans les fiefs de Norbois. Le système pour jouer les cartes, là aussi c'est similaire, puisque c'est toujours l'adversaire qui mène, hein. C'est pas un jeu comme dans Heck où on peut mener, non, on est toujours à répondre, on doit si possible suivre, c'est un must follow, et sinon on peut jouer ce qu'on veut, potentiellement de l'atout, et là c'est là que ça change un petit peu par rapport à son héritier, parce que déjà ça utilise un deck qui est particulier, qui lui apporte des sentiments de jeu un peu différents, mais aussi pour l'atout, dans les fiefs de Norbois, si vous vous rappelez, l'atout ça dépend de l'adversaire qu'on choisit. Ici non, ici il y a un paquet de cartes en fait où on va les empiler, et celle du dessus c'est celle qui va déterminer l'atout en cours. Ça commence toujours par aucun atout, mais au cours de la phase de pli, on peut changer cet atout en retirant la carte du dessus, donc en révélant celle qui est juste en dessous, et donc on va changer l'atout, mais on sait pas exactement ce qui va être le prochain atout. Et on peut le faire plusieurs fois dans une même manche, mais il faut savoir que cette pioche, elle se remélange que après qu'on ait gagné 2 manches. Donc on peut évidemment changer l'atout, mais il faut savoir rester vigilant, il faut essayer de faire avec ce qu'on a, il faut pas être trop gourmand parce que sinon on va passer une manche ou une fin de manche à subir sans avoir cette flexibilité. C'est une flexibilité qu'il y avait dans les fiefs de Norbois avec les pouvoirs. Ici la flexibilité elle vient donc de la manière dont on peut bouger l'atout au cours d'une même manche. C'est pas grand chose, mais ça suffit vraiment à apporter un sentiment de jeu particulier et à peser nos choix à pas mal de moments. Le jeu il est assez punitif de manière générale, il suffit de perdre une manche pour perdre le jeu, mais avec ce deck et ce système d'atout, on se sent pas impuissant quoi. C'est punitif, mais ça donne l'envie d'y retourner et ça donne pas l'impression que le jeu nous a punis gratuitement. Il y a Taylor Reiner de la chaîne Taylor Trick Taking Table, dont je parle souvent ici, qui a aussi proposé sur les forums de Board Game Geek une variante dans laquelle, alors je vous mettrai le lien en description, mais en gros tu choisis un certain nombre de manches, 5, 10, 15, ensuite on multiplie par 6, donc admettons, voilà, on choisit sur 5 manches, donc ça multiplié par 6 ça fait 30, donc on va lancer un dé 30, on va choisir un nombre aléatoire entre 1 et 30 sur internet, et ça va nous indiquer combien de plis on va devoir gagner en tout
sur l'ensemble de la partie, sachant que on peut librement parier à chaque tour. Juste on peut pas parier 2 fois la même valeur, mais sinon on peut commencer par 2, etc. Mais il faudra qu'à la fin on atteigne tout pile la valeur qui a été indiquée par le dé. Donc par exemple on lance le dé, ça donne sur 30 17, et ben à la fin il faudra avoir gagné 17 plis pour pouvoir gagner. Alors j'ai pas essayé, mais au-delà de la petite manip de début de partie, ça me paraît assez intéressant pour le mentionner. Je vous mets encore une fois le post BGG en description. Et alors pour information, Gongor Whist c'est jouable gratuitement en ligne, c'est ce que je vous mets d'ailleurs en fond au niveau de la capture, je vous mets là aussi le lien en description. N'hésitez pas si la description vous a intrigué. C'est pour moi une belle découverte de jeu de pli solo, ça rejoint Ek et les Fiefs de Norbois dans les jeux du genre que je recommande dans cette configuration. Je pense quand même que même si il les précède, je pense que Gongor Whist est quand même le plus faible des trois. Je vous avais il y a quelques mois parlé de River Valley Glassworks, qui est un jeu qui est sorti chez Allplay, qui était passé par Kickstarter, un peu dans la veine d'un Azul avec de la collecte de pierres qu'on essayait de poser à certains endroits pour marquer des points. Et ben sur le même Kickstarter, alors c'était moins mis en avant, il y avait Lure, que pour le coup lui j'ai pris au niveau du Kickstarter. C'est un plus petit prix, hein, c'est dans les boîtes comme Sequoia, comme Mindspace, des trucs comme ça. Et c'est une refonte de Dice Fishing Roll and Catch, qui est un jeu de 2016 déjà, qui est un auteur qui a fait un autre jeu qui s'appelle Dice White Shot, et j'ai vraiment juste envie d'essayer ce jeu juste pour le nom et également son illustration de boîte incroyable qui évidemment reprend Ice White Shot. Donc comme le nom d'origine l'indique, hein, donc Dice Fishing Roll and Catch, on est dans du jeu de dés et on va essayer de faire les bonnes combinaisons pour récupérer des cartes de poissons qui vont nous donner des points. Et ces cartes, pour pouvoir les prendre, elles ont des conditions. Souvent c'est faire une valeur minimum, donc par exemple 13+, donc il faudra faire 13 avec ces dés pour pouvoir la prendre. Elle a aussi parfois des prérequis, par exemple c'est 13+, mais il faut au moins qu'il y ait 2 dés qui affichent des 1, ou que tel dé soit présent. Il y a quelques éléments de flexibilité, hein. Lure en anglais c'est lapin, c'est donc ça qui apporte la flexibilité, donc c'est ça qui a donné son nom à la version d'Allplay. En gros c'est des trucs qui soit permettent d'ajouter ou de soustraire un au dé, qui disent bon bah de base t'as un dé de telle valeur, des trucs du genre plutôt utiles, plutôt bienvenus, et en gros c'est des éléments qu'on va récupérer si on fait un tour à vide où on n'a pas réussi à récupérer le poisson, bah en compensation on récupère ça, donc le tour n'est pas entièrement perdu et va permettre un peu une mécanique de catch-up. Il y a aussi, alors la plupart des dés c'est des D6, hein, assez classique, mais il y a aussi un D12 et un D20 par personne, mais l'utilisation est assez restreinte parce qu'une fois qu'on a utilisé le D12 ou le D20, on peut d'ailleurs les utiliser des deux au même tour, mais on peut pas les utiliser 2 tours de suite. Donc c'est pas non plus le truc le plus punitif. Avec le D12 tu vas l'utiliser une seule fois dans la partie, non, mais il y a quand même cette restriction de ok vas-y tu peux l'utiliser, mais attention tu pourras l'utiliser que dans 2 tours. Mais moi ce que je retiens de Lure, parce que jusque là c'est quand même très classique, hein, on va lancer les dés et puis il y a même pas de système de relance, hein, donc on lance les dés et puis selon ce qu'on fait on peut prendre les cartes qui correspondent, mais ça reste très classique. Moi ce qui m'intéresse dans Lure et ce qui fait que je l'ai pris, c'est la manière, parce qu'il était sur BG1 avant le Kickstarter, c'est vraiment la manière dont est résolu l'ordre du tour. Parce que dans Lure il y a un matériel dont je vous ai pas parlé, c'est les paravents. Et en fait avant de lancer les dés, chacune va choisir le nombre et le type de dés qu'il ou elle veut lancer. Donc chacun de notre côté on est là, tac, est-ce que j'en prends 4, est-ce que j'en prends 3, 5, est-ce que je prends le D12 ou pas. Une fois que tout le monde a fait son petit choix, on révèle tout ça, on révèle les choix de chacune, et c'est la personne qui a utilisé le moins de dés qui commence. Parce qu'évidemment avec moins de dés, on peut aller moins haut, donc il y a moins de chances de réussir des résultats plus élevés, ou qui vont respecter les contraintes d'acquisition des cartes. Et pour aller avec ça évidemment, en fait les cartes à récupérer, il y en a un certain nombre, qui doit être le nombre de joueurs et joueuses plus 1 ou quelque chose comme ça. Et c'est des cartes qui sont là pour le tour, qui ne sont pas renouvelées dès qu'une carte est prise. Donc mettre beaucoup de dés, on est presque sûr qu'à notre tour, on risque de réussir à réaliser les contraintes indiquées sur les cartes, mais peut-être qu'à notre tour il y aura plus grand chose à pêcher, voire plus rien du tout. Donc c'est pas grand chose, mais ça suffit à vraiment donner des choix tout au long du jeu, à se dire ok, est-ce que je prends moins et je prends plus de risques, ou est-ce que je prends plus mais je risque de plus rien avoir, et ça met vraiment l'accent aussi sur le moment de la révélation du nombre de dés. Évidemment, le jeu est indiqué à partir de dés, c'est beaucoup plus intéressant à plus. 2, c'est pas une configuration que je recommande du tout. Alors ça révolutionne pas le genre, hein, mais moi il fait partie des jeux que j'aime bien relancer sur BGA, quand je trouve la bonne table au bon nombre de personnes, et en attendant de recevoir mon exemplaire physique, j'ai hâte de le faire découvrir et de l'essayer en physique pour un peu se chambrer autour de la table. On retrouve le Dr Knizia, mais cette fois du bon côté de la force, même si je vous avoue que Marabunta c'est sûrement le jeu de cette catégorie des jeux pas mal que j'ai le moins apprécié, donc il est sous-titré Roll and Divide, et il se place dans la catégorie des jeux à cocher, et pourtant c'est vraiment le divide et le fait que ce soit un jeu à 2 qui va lui donner toute son identité, parce que c'est une identité qui est assez éloignée des sentiments habituels du genre de Roll and Write, avec vous savez des effets en cascade et souvent une interaction assez limitée.
Le petit divide, donc diviser, c'est parce qu'en fait le système, ça se base sur le rôle, sur des lancers de dés, mais surtout sur du je partage et tu choisis, donc du I split you choose, qui est appliqué en fait à notre tour, on lance les dés et on va séparer en 2 groupes certains de ces dés. Éventuellement il y a aussi une tuile qui est là à mettre dans un des 2 groupes, et on va constituer 2 groupes. Ensuite, une fois qu'on a constitué ces 2 groupes, l'adversaire prend un des groupes et il nous laisse l'autre. J'en parlais dans Die Pyramiden des Jaguars, c'est moi des sentiments que j'aime bien. Les enjeux de cette mécanique-là, c'est des enjeux assez évidents en termes de choix et tout de suite de ce que ça implique, mais c'est des décisions qui sont en apparence assez simple, mais parfois difficile à prendre, parce qu'en fait il faut un peu estimer, alors telle valeur, tel dé ou telle action, ça va intéresser mon adversaire, mais à quel point, qu'est-ce que je peux lui prendre en compensation, comment est-ce que je peux faire pour récupérer ce dé qui m'intéresse beaucoup et qu'est-ce que je peux en tirer un maximum, ce genre de truc. Alors ici, il faut savoir que tout est visible. Chaque personne connaît des implications potentielles de prendre tel groupe ou de laisser tel autre. C'est ce que j'aime le moins du jeu, on est très vite dans des trucs très calculatoires qui moi me rebutent beaucoup. L'inconnu en fait c'est pas un inconnu fait par le matériel du jeu, c'est vraiment juste l'inconnu de la décision de l'adversaire. Qu'est-ce que l'adversaire va prendre, qu'est-ce qu'il va faire de ses dés, mais en gros on pourrait dans l'absolu envisager chaque possibilité, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Heureusement, un peu comme j'en parlais dans Flowers ou quoi, la plupart du temps les calculs c'est assez rapide à effectuer parce qu'il y a des contraintes de placement qui vont vite limiter les choix et que le plateau central, on visualise assez vite ce qui pourra être fait. Ce qui pourra être fait, c'est se placer sur le territoire central à tel ou tel endroit ou bien récolter de quoi déclencher des petits bonus. Les petits bonus, alors ils sont très utiles ici ou là, mais ils me paraissent vraiment s'éloigner du cœur du jeu qui se trouve vraiment en plein milieu de la table. C'est le fameux territoire à conquérir. C'est un territoire qui est constitué de zones de différentes couleurs sur lesquelles on va pouvoir écrire si on a les dés de la bonne couleur. Ce qu'on va pouvoir écrire, c'est des valeurs. Il faudra rester adjacent à des trucs qu'on a déjà écrits. Et aussi sur ce plateau central, il y a des petits points à cocher qui vont déterminer combien de points on gagne si on arrive à être majoritaire dans cette région. Donc il faut à la fois se placer sur le plateau, si possible évidemment en bloquant l'autre, c'est aussi un jeu de blocage. Il faut essayer de se frayer des chemins pour essayer d'atteindre telle ou telle région, pour aller se placer ici, voilà, faire parfois des détours, on est obligé. Mais il faut aussi penser que même si on écrit plein de valeurs, bien sûr on aura la majorité, mais si c'est pour gagner un pauvre point, peut-être que ça valait pas toute cette énergie et tous ces coups pour un pauvre point quoi. Marabunta c'est un jeu qui donne pas mal le sentiment de tir à la corde et de vraiment je prends ça mais je te laisse ça et puis on se retrouve à peu près à l'équilibre. C'est pas vraiment des gros coups de corde, vous voyez, c'est pas une corde totalement déséquilibrée, c'est plus, vous voyez le tir à la corde, quand on tire un petit peu d'un côté, l'autre tire un peu du sien et en fait on entend juste qu'à la fin la corde soit de notre côté, mais en général elle va être à peine plus de notre côté que de celui de l'adversaire. C'est de ce côté assez dépouillé, c'est un jeu assez abstrait, un peu trop calculatoire pour moi une fois les dés lancés, il y a du hasard qui est quelle tuile va être révélée et puis le fait de lancer les dés, mais une fois que ça s'est révélé, en fait on a toutes les informations. Les choix restent, je trouve, assez frustrants, il y a très peu d'ouverture, il y a les petits bonus en fait qui sont là pour varier un petit peu, pour changer un peu le rythme et tout, pour éviter que tout se concentre finalement sur cette bataille de territoire, mais les bonus, je les trouve un peu quelconques, je les trouve assez parasites. Alors il y a évidemment le bonus très fort de la fourmilière qui va permettre de contourner une des contraintes très fortes qui est l'adjacence quand on pose une valeur, mais on n'en a pas beaucoup des fourmilières, alors il y a quelques trucs qui permettent d'en avoir plus, mais dans l'ensemble on en a très peu, et en plus il y a un truc que je trouve super inélégant, c'est qu'en fait on est quasiment obligé d'en utiliser une sur les deux au premier tour, parce que voilà, ils sont au niveau des règles, ils ont pas voulu s'emmerder à dire le premier tour vous pouvez contredire les règles, etc. Je comprends en termes d'élégance des règles, mais je trouve que le fait de forcer à utiliser un des bonus dès le début de la partie, c'est pas élégant du tout. Donc j'ai des sentiments assez mitigés sur Marabunta, j'aime bien la sensation d'affrontement, la tension qui se dégage du jeu, que j'aime bien en général dans les jeux à deux, j'aime bien le cœur de la mécanique, le jeu partage tu choisis, mais je trouve que ça manque un peu de piquant, un peu d'éléments qui rendraient le jeu un peu moins froid, moins calculatoire. Alors j'ai fait une seule partie du côté de base du plateau, il est recto verso, mais je vous avoue que ça a quand même réveillé l'envie de réessayer si jamais l'occasion se présentait, ce qui est plutôt bon signe, mais si je dois l'essayer, ce sera pas chez moi, ou en tout cas ce sera pas avec mon exemplaire, parce que ça m'a pas non plus donné l'envie de l'acquérir quand même. Si vous suivez un peu cette chaîne YouTube, vous savez que parmi mes genres favoris, il y a le stop ou encore. Mega Jackpot, il se place immédiatement dans cette catégorie, il n'y a aucun doute là-dessus, avec un thème en plus de casino et de bandits manchots, de machines à sous,
qui sait très bien retranscrire. Comme dans tous ces jeux, on va à plusieurs moments être tenté de remettre en jeu nos gains, de remettre une pièce dans la machine pour en tirer plus, alors qu'évidemment la raison nous encouragerait à nous contenter de ce qu'on a. La grosse différence avec le casino, c'est qu'au casino on est seul face à la machine et que l'appât du gain, c'est le seul truc pour nous mettre face à nos faiblesses. Ici on est dans une compétition, hein. Imaginez en fait dans un casino si on était plusieurs face à une machine qui allait et qu'il fallait qu'on essaye de gagner plus que les autres dans les autres machines en fait. Donc les risques là, c'est pas juste pour gagner plus nous-mêmes, c'est pour avoir plus que les autres, pour espérer la victoire, et des fois il faut au contraire jouer la sécurité, non pas parce que sinon on va se retrouver ruiné, mais parce que on sait qu'on peut se le permettre et qu'on est devant les autres. Les mécaniques de base de Mega Jackpot, c'est des cartes qui vont se retourner, hein, ça fait partie de ces stops ou encore avec des cartes et non avec des dés. L'idée c'est les symboles à aligner, hein, voilà, c'est comme sur une machine à sous, mais il y a quand même plein de petits points ici et là que je trouve très bien trouvés et qui vont lui donner, je trouve, une saveur particulière, au-delà de juste simplement très bien exécuter son genre. Je parlais des pièces qu'on met dans la machine. Ça c'est des cartes qu'on aura acquis plus tôt, et surtout à chaque fois qu'on met une pièce dans la machine on peut le faire, mais il faut toujours mettre une pièce plus importante, donc des cartes de plus haute valeur. Donc plus on tente, plus on perd, parce que les cartes qu'on utilise c'est nos points en fait, c'est des cartes qu'on a acquis plus tôt, je l'ai dit, mais c'est ce qui nous rapportera les points à la fin de la partie, donc on se sépare de points pour espérer de gagner, plus on tente, plus on perd de points. Mais surtout, au-delà de ça, ça pousse parfois à valider des tout petits gains, par exemple les pommes qui valent 1, en fait ça peut valoir le coup, alors qu'on pourrait se dire ouais bon pour 3 points c'est nul, autant les remettre en jeu par la mécanique de Mega Jackpot sur laquelle je reviendrai après, mais en fait non, des fois c'est bien de les valider juste parce que c'est de la petite monnaie en fait, et avec cette petite monnaie ça permettra de retenter sa chance plus tard sans avoir à dépenser les grosses cartes. Il y a aussi de l'interaction, alors évidemment il y a l'interaction verbale pour pousser les autres à prendre des risques, comme dans à peu près tous les jeux du genre, mais de manière un peu plus terre-à-terre et mécanique. Il y a la gestion du rythme de fin de partie, puisque la partie finit quand il y a un des paquets qui est vide, et il y a aussi des choix qui vont se faire souvent sur ce qu'on va laisser ou non aux autres, selon ce qu'on voit au dos des cartes, puisque le dos des cartes indique les possibles versos, un peu comme dans un Mantis. Une carte au dos va y avoir, je sais pas, un diamant et une pomme, ça veut dire que quand on va retourner la carte, il y aura soit un diamant, soit une pomme, sachant qu'il y a en général plus de chances qu'il y ait des pommes parce qu'elles sont présentes en plus grande quantité. Parfois on va comme ça faire le choix d'une relance assez peu probable, hein, juste parce qu'on veut éviter à la personne suivante d'avoir cette possibilité, donc vraiment il y a quand même plein de petits éléments sur lesquels on fait attention aux autres. Parce qu'en plus, la possibilité de réussir son tirage, je l'ai dit, c'est évidemment, on peut bloquer ce qu'on a gagné et gagner des points, mais on peut aussi lancer le fameux Mega Jackpot, le Mega Jackpot qui, contre toute attente, est présenté comme une règle optionnelle dans la mise en place. C'est quand même quelque chose que je trouve assez absurde, c'est quand même le nom du jeu, et pour moi c'est un élément qui donne de fortes sensations et qui apporte énormément au jeu. Son fonctionnement, il pousse à sacrifier son gain pour essayer de gagner tout ce qui se trouve dans un monnayeur, où ce monnayeur là on va l'alimenter en fait quand justement on va remettre des pièces dans la machine, c'est dans un de ces deux monnayeurs là. Également quand on va déclencher les méga jackpots, les cartes qu'on va sacrifier on va les mettre dans ce monnayeur. Moi ça déclenche tout ce qu'il faut chez moi. Il y a la faible probabilité que ça marche, il y a le fort potentiel en gain, il y a la possibilité de retourner la partie, c'est une mécanique de catch-up assez importante, mais il y a aussi le fait que si on déclenche un méga jackpot et qu'on échoue, à la base on n'a qu'une chance sur 4 de le réussir, hein, donc c'est assez faible. Si on rate, c'est assez faible mais c'est aussi beaucoup, hein, ça dépend de la perspective, et donc si on rate ce méga jackpot, c'est qu'on a retourné une des mauvaises cartes, et on va la laisser visible, et du coup les personnes suivantes auront une chance sur 3 au lieu d'une chance sur 4 de réussir le méga jackpot, donc on vient d'augmenter les probabilités des personnes suivantes de réussir un méga jackpot. Ou bien s'il y a plus que 2 cartes, en fait c'est aussi un moyen, même si on ne réussit pas, de couper l'herbe sous le pied, parce que c'est une chance sur 2 de cartes, et du coup au pire si on n'y arrive pas, on vide un monnayeur, parce que c'est une petite mécanique qui dit que si on a fait 3 méga jackpots échoués, on vide un des monnayeurs, et en plus on remélange les 4 cartes pour qu'il n'y ait jamais une chance certaine de réussir le méga jackpot. Et évidemment, il y a ce petit frisson du moment où on va retourner la carte, et moi ça marche à fond sur moi, sans oublier, comme c'est souvent le cas ces derniers temps dans pas mal de jeux, la possibilité de gagner instantanément la partie si on réussit un méga jackpot sur le triple 7, donc c'est quelque chose qui est assez rare, parce qu'on vient de sacrifier 21 points, donc on prend le risque de les
de ne pas les gagner. Si on y arrive à tourner la bonne carte, eh bien c'est victoire immédiate. Tout ce que j'ai cité là, ces situations-là, ces réflexions que j'ai eues, c'est des choses qui sont arrivées dans plein de parties, et pas toujours au début en fait de la découverte de Mega Jackpot. Ce que j'ai apprécié, c'est que partie après partie, je me dis, ah mais ça entraîne aussi ça. Et du coup, c'est plein de petits moments particuliers qui m'ont fait me rendre compte un peu de la subtilité du jeu, qui pourtant, ces dynamiques paraissent assez transparentes dès la première partie, et pourtant, partie après partie, il y a plein de petits trucs qui se révèlent. C'est vraiment des dynamiques de coups à faire à des moments précis, mais j'ai l'impression, enfin, quand j'y joue et tout, quand je m'en suis rendu compte, on sent que tout ça a été pensé à l'élaboration du jeu pour, de temps en temps, comme ça, que ça fasse surface, que ce soit pas trop souvent non plus ce genre de réflexion et d'enjeu pour éviter de les galvauder et éviter de se dire bon c'est tout le temps les mêmes choses qui se passent. Non, là ça fait surface de temps en temps et ça fait une petite pointe en fait de trucs qui apparaît, mais en même temps il faut que ça arrive suffisamment souvent à la fois parce que ça va donner de l'enjeu à la partie et aussi pour qu'on s'en rende compte et puis qu'on se dise après une partie en fait j'ai tout vu du jeu et j'ai plus rien à découvrir. Et alors tout ça, tout ce que je vous dis là, moi ça destinait Mega Jackpot quand je l'ai découvert sur BGA à devenir un top. Moi quand je classe mes jeux sur mes petits documents et tout, je l'avais tout de suite mis dans la partie des tops, mais les stops ou encore, et notamment celui-là, j'attendais quand même d'y jouer sur table. Parce que Mega Jackpot, j'avais le sentiment que peut-être l'expérience de jeu pâtirait face à celle en ligne. Alors évidemment, il y a le côté verbal qui apparaît, c'est évidemment un plus, mais je trouve que la mise en scène, elle est beaucoup moins puissante que sur la version Board Game Arena, parce que sur BGA, il y a des petites animations de pièces qui apparaissent et qui tombent, il y a les cartes qui tournent comme une vraie machine à sous au moment de la révélation, et aussi il y a la révélation de la carte Mega Jackpot, où vraiment, c'est une mise en scène qui rappelle les lootbox de jeux vidéo, et en fait, il y a tout qui est là, même au niveau sonore, pour éveiller les sens, et offrir des stimuli qui sur table n'existent pas. L'adaptation en fait BGA, elle est presque trop bien. Elle est presque trop bien faite et elle vient éclipser le jeu réel parce qu'en plus de perdre en mise en scène, ce que je disais avant, il y a aussi des manipulations, il y a aussi le stockage des cartes, il y a aussi pour vérifier combien il y a dans le monnayeur pour faire un choix, il y a plein de petits trucs en fait qui viennent en opposition à la fluidité qui pour le coup existe sur Board Game Arena et qui pour moi renforce le sentiment frénétique de mettre des pièces dans la machine. Donc Mega Jackpot, malgré ce que je viens de dire, c'est un très bon jeu de stop ou encore, les éléments qui font sa force et que j'ai énumérés, ils existent quand on joue sur table, j'y prends beaucoup de plaisir en jouant sur table. Mais en fait, si je dois choisir de jouer à Mega Jackpot, sans hésiter, je vais me diriger vers sa version Board Game Arena, quitte même, en fait, même si on devait être autour de la même table, pour avoir le côté un peu verbal, l'interaction verbale, pour avoir les avantages du numérique, à la limite, on se met tous les 4 ou tous les 3 autour d'une même table et on sort nos téléphones pour jouer sur BGA, quoi. C'est un peu dommage parce que je pense que quand on met un jeu en ligne, l'objectif de le mettre en ligne, c'est pas que finalement la comparaison à l'objet réel soit au désavantage de celui-ci. Ubongo il date déjà de 2003 et moi je vous avoue que j'avais jamais eu l'occasion de le voir sur ma table avant 2024 parce que c'est un camarade de jeu qui l'a ramené lors d'une de mes soirées du premier mardi du mois que je fais dans un centre socioculturel. Et alors d'abord j'ai pensé que c'est parce qu'il y a Yellow qui a ressorti une version il y a quelques mois, mais en fait non, la version qui était là c'était celle de Philosophia qui fait tout à fait l'affaire, c'est à peu près la même chose, mais disons qu'au moins si ce que je dis du jeu vous donne envie, vous aurez l'occasion de l'essayer facilement, il se procure facilement, sachant que en plus je crois qu'il existe aussi une application pour le jeu, je sais pas du tout ce qu'elle contient, si c'est du solo, des puzzles ou quoi. Il y a peu de temps je vous avais parlé de On the Dot / Vitrail et aussi de Myriad, et clairement on est un peu dans ce genre de proposition, c'est-à-dire de la réalisation de motifs en temps limité. Cette fois c'est à l'aide de polyomino qui vont être imposés par un lancer de dés, sachant que le lancer de dés pour chaque personne on va chacun ou chacune avoir une pile de grilles et ce sera pas les mêmes polyomino qui vont être imposés par le lancer. C'est du temps réel, c'est de la vitesse, c'est de la course, si on arrive à remplir sa tuile avant les autres on va gagner plus de points, mais disons que tant qu'on arrive à finir sa tuile avant la fin du temps imparti, il y aura moyen d'aller au pire piocher dans le sac au hasard, ce qui parfois autorise quelques rattrapages bienvenus, ça évite en fait de favoriser juste les personnes qui sont à l'aise dans ce genre d'exercice. Le jeu évite quand même que ce soit totalement random et de ne pas récompenser non plus les personnes qui y arrivent. De manière générale, le scoring va favoriser les personnes qui vont gagner des manches, parce que quand tu gagnes une manche, c'est que tu as réussi ton motif, et que quand tu réussis ton motif, que tu sois premier, deuxième ou quatrième, tu prends une gemme dans le sac, mais juste les premiers et deuxièmes ont un petit bonus en plus. Mais disons que sur une table à peu près équilibrée, ça évite les écarts trop importants, ça laisse un peu d'incertitude sur qui va gagner à la fin, surtout que comme toujours dans ce type de jeu, parfois il y a des personnes qui ont l'air moins à l'aise, et puis parfois en fait c'est un coup de chance, on fait un essai ou quoi et ça marche tout de suite, on finit rapidement notre motif, du coup ça relance un peu dans la course. Alors faut aussi savoir que,
c'est plus anodin, mais il y a les tuiles, ils ont un côté avec 3 polyomino et un peu plus corsé avec 4 polyomino à utiliser. Éventuellement, vous pouvez faire un peu de différenciation autour de la table si besoin, en faisant que certaines personnes utilisent un côté et les autres l'autre. C'est un jeu qui se prête aussi très bien au solo. Pour le coup, l'aspect course face aux autres personnes, il est remplacé par l'envie de faire le maximum de grilles en un temps donné qu'on peut choisir en début de partie. Donc il y a quand même cette tension d'essayer de le faire rapidement. Alors perso, je l'ai déjà dit avec d'autres jeux du genre, moi j'aime bien ce genre de jeu. Je fais des parties avec plaisir, mais pour le coup, Umongo, il a pour lui son âge. Alors c'est sûrement pas le premier jeu de réalisation de motifs, mais il précède les deux que je citais, Myriad et On the Dot. Il utilisait aussi les polyomino, avant que ce soit cool, avant Patchwork et tout. Alors c'est pas le seul non plus à le faire, les Princes de Florence le faisaient aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression de se retrouver face à plein de jeux de polyomino, mais je pense qu'aujourd'hui je préfère quand même une proposition comme Myriad avec son système de catch-up que je trouve assez malin, ou On the Dot pour le côté plus transparence des cartes. Donc Umongo, j'y prends du plaisir, mais c'est quand même pas le meilleur jeu du genre à mon goût. Un peu comme il y a quelques mois, je vous avais parlé de That's Not a Hat, et en fait j'avais juste oublié de vous en parler pendant des mois, et là c'est un peu pareil pour Veil of Eternity. Moi je l'ai découvert lors de son arrivée sur Board Game Arena, ça devait être en 2023, et je m'étais fait un avis dessus, j'y ai rejoué et tout, et j'ai pas changé d'avis depuis, et en fait juste j'ai oublié de vous en parler. J'ai des sentiments assez ambivalents sur le jeu. Moi j'aime bien les combos qui permettent de développer par les synergies entre certaines cartes, parfois ça permet des choses assez intéressantes, assez enthousiasmantes. Ce que j'aime surtout c'est le système économique du jeu. C'est une limite en termes de pièces, on a je crois de base 4 jetons en fait maximum, sachant que ces jetons peuvent être de valeurs différentes, il y a genre 1, 3 et 5 ou une connerie comme ça, et ces valeurs là en fait on peut pas les échanger pour faire de la monnaie, idem lorsqu'on achète une carte, en fait on fait pas de monnaie non plus, et moi j'aime bien ça, je trouve ça assez malin, notamment aussi parce que certains combos de cartes s'appuient sur cette spécificité du système économique du jeu, et pour aller dans le sens, donc c'est un système quand même assez contraint, et pour aller dans ce sens-là, je trouve que le nombre de cartes selon le nombre de manches, donc première manche, je ne pourrais mettre qu'une carte, deuxième manche, je pourrais en avoir que 2, troisième manche pour en avoir que 3, etc. Je trouve ça aussi plutôt intéressant, moins que la limite monétaire, mais ça donne parfois des parties un peu frustrantes où on a envie de jouer un peu plus, ou au contraire on va jouer sur cette limite pour s'en sortir, ou en se séparant de certaines cartes, où on va essayer d'optimiser un peu les cartes qu'on va avoir devant soi pour vraiment avoir la meilleure synergie possible. Parfois on va se retenir de jouer à tout prix parce que on pourrait, mais que peut-être que plus tard je pourrais mettre une carte plus intéressante, donc ça incite vraiment plutôt à réfléchir si ça vaut le coup de jouer quelque chose. J'apprécie aussi le côté crescendo qui est provoqué par le jeu, qui justifie un peu le fait que ce soit une course au point, avec il y a des grosses accélérations, un effet d'emballement un peu comme ce qu'on peut avoir dans par exemple un Res Arcana. J'aime un peu moins que le jeu il fasse pas assez confiance en ses joueurs et ses joueuses et dans son système, parce que je l'ai dit c'est une course au point, alors je sais plus combien de points, 60 ou un truc comme ça, mais il y a aussi une condition de fin de partie sur je crois 10 manches, donc un nombre de tours défini. J'ai l'impression que je comprends que il y a certaines parties où peut-être la montée en puissance va pas marcher, ou que parfois le caprice du tirage va faire que ça marche pas, ou que les gens maîtrisent pas assez le jeu comme ça, et que du coup pour les premières parties il faille mettre cette limite. Mais moi je trouve que ça sonne un peu comme un aveu d'échec, parce que finalement passer les premières parties, il y a quasiment aucune partie qui se termine en 10 manches. En général on est plus dans les 7-8, et finalement on le comprend assez vite, et c'est un apprentissage, mais je trouve que le fait de mettre juste une course aurait suffi largement. Autre chose que j'aime pas, c'est l'univers créé autour du jeu, parce qu'en termes visuels c'est un patchwork de plein de styles différents. Je trouve que l'ensemble manque cruellement de cohérence. Je vous passe les détails de l'édition physique avec cette figurine de dragon complètement inutile, c'est vraiment matu vu quoi, c'est vraiment, je sais pas, je déteste ça. En plus l'utilisation préconisée, dans la règle, ça nuit à l'illisibilité, ils disent oh cette figurine elle sert à rien, vous pourriez la mettre ici, elle est jolie. En fait non, ça nuit juste à la lisibilité. Il y a aussi autre chose que pas mal de monde a soulevé dans les retours, c'est ce choix de plateau central un peu bizarre en termes d'orientation, qui peut-être a pu provoquer quelques torticolis, mais ça c'est des points, je les mets de côté, et on va revenir un peu du côté positif par le système de sélection de cartes. Veil of Eternity c'est un des quelques jeux en fait où on fait parfois vraiment des choix face aux autres, et le jeu il nous fait pas le coup du oh mais tu sais que si tu fais ce choix pour embêter les autres, tu vas gâcher quelque chose qui te serait utile. Parce qu'en fait ce qui est intéressant dans le jeu, donc c'est un snake draft, on va réserver des cartes en fait qu'on va récupérer ensuite à notre tour. Se placer sur une créature, la réserver, ça peut évidemment être pour la prendre et la rajouter à notre tableau et la faire rentrer dans notre synergie et nos combos, mais en fait c'est pas la seule utilisation qu'on va en avoir, on peut aussi la vendre pour récupérer cette fameuse monnaie que je disais. Donc en fait, bloquer une carte qui
de premier abord nous sert à rien par son effet, et qui pour le coup pourrait être intéressante pour une autre personne, parce que justement c'est une carte qui va bien dans sa dynamique de jeu, bah c'est pas juste un coup contre la personne, évidemment c'est le cas, mais forcément on va en tirer un truc. Du coup c'est un jeu qui va forcer à vraiment garder le regard sur le jeu des autres, et qui va inciter un peu comme ça à réfléchir sur cette carte là je la réserve, je sais que ça va plutôt être pour sa monnaie, mais ça me permet de le bloquer pour ci et ça, etc. Et donc il y a une incitation à contrer les autres que je trouve assez intéressante par la mécanique de récompense qu'il y a malgré tout. Il y a aussi un accent qui est mis en termes de tempo sur l'ordre des actions qu'on va faire à son tour, donc dans la phase où on va vraiment faire des actions. C'est un ordre assez libre, et on peut vraiment jouer sur cet ordre là pour essayer d'optimiser notre tour, et justement aussi tirer parti de cette limite de monnaie en l'utilisant, puis en la récupérant après. Enfin on est assez libre, et je trouve ça assez intéressant de mettre les choses dans le bon ordre pour essayer de vraiment optimiser ce qu'on va faire à notre tour. Et alors j'ai dit plein de choses de positif sur le jeu. Le problème c'est que j'ai un sentiment global d'insatisfaction parce que il y a des qualités, mais j'ai toujours l'impression de jouer à des jeux, enfin dès que je joue à Veil of Eternity, j'ai l'impression d'avoir déjà joué aux jeux, des jeux que j'ai déjà pu explorer, et finalement il y a quelques spécificités que j'ai retenues et que je trouve intéressantes, mais ça suffit pas finalement à lui donner une saveur vraiment différente, une saveur finale disons. Pourtant à chaque fois que je suis confronté au jeu, à chaque fois que j'y joue, et que je suis confronté à ces petits éléments de game design, je me dis ah ça c'est quand même vraiment une bonne idée, mais peut-être pas dans le bon jeu. Et au-delà du fait que bah ouais des fois on n'a pas la bonne combo, et alors que l'autre est une combo incroyable et on peut rien faire contre, mais bon ça reste assez ponctuel et ça me dérange pas plus que ça. Je continue quand même de relancer une partie de temps à autre de Veil of Eternity, soit en attendant de vraiment me lasser, soit peut-être qu'à un moment il y aura le déclic où je trouverai que il y a tout qui fait sens et qui se rencontre, un peu comme ça a pris du temps pour moi dans Cat in the Box par exemple, et finalement je trouve que c'est un jeu super, alors qu'au début pareil j'avais un peu l'impression il y a plein de trucs bien, mais j'ai du mal à avoir la vision d'ensemble. C'est un peu le cas dans Veil of Eternity, et pour l'instant j'ai pas eu ce déclic. Peut-être qu'à un moment je lui trouverai ce petit truc qui va me le faire préférer aux autres jeux du genre. En tout cas, à chaque fois, je prends quand même du plaisir lors de certains moments de la partie, avec quand même, encore une fois, toujours ce petit goût de trop peu à la fin de la partie. On arrive au bout de la vidéo, à la conclusion. Merci comme d'habitude de l'avoir regardé jusqu'ici. Alors peut-être que vous avez sauté tout de suite à la conclusion parce que c'est ce que vous préférez dans une vidéo. C'est votre droit. Merci donc aussi aux personnes avec qui j'ai partagé des parties, voilà, parce que je le dis à chaque fois, mais en dehors des jeux solo, sinon il n'y aurait pas de vidéo. Heureusement, j'ai pas mal de gens avec qui je peux partager des parties en numérique ou non. Merci aux professionnels, aux éditeurs qui permettent de récupérer les fichiers, etc. pour illustrer tout ça. C'est cool quand c'est le cas. Voilà, comme d'habitude, je vous invite maintenant à passer dans le petit en dessous de la vidéo pour lâcher le petit pouce, les petits commentaires qui vont bien sur vos découvertes, des trucs comme ça. N'hésitez pas à partager la vidéo, je vous remets aussi le petit Buy Me a Coffee, je vous fais un petit rappel lors de la conclusion. Et puis voilà, moi là comme je vous l'ai dit en intro, c'est la rentrée, donc j'ai pas mal d'occupations ici et là, même si c'est des niveaux que je connais, etc. forcément c'est un peu plus agité, et puis il y a les trucs qui se passent pas comme on veut, parce que c'est pas les mêmes élèves, donc de toute façon on peut pas faire la même chose, et on doit adapter, et puis on a des surprises des fois, ce qui est cool, ça dépend des surprises, mais en général, les surprises, elles sont bonnes. Donc voilà, donc la prochaine vidéo sera les découvertes de juillet, j'ai commencé l'écriture. Il y aura, ce sera un peu plus panaché en termes de répartition des jeux, avec un peu moins de jeux, non un peu plus de jeux que dans cette vidéo quand même, on sera plus proche de mai je crois. Mais voilà, j'ai fait à peu près le tour, portez-vous bien, encore une fois si vous avez une rentrée quelle qu'elle soit, j'espère qu'elle est la meilleure possible pour vous, prenez bien soin de vous, continuez à boire de l'eau parce qu'il continue à faire chaud même si c'est septembre, et puis voilà, ciao.